Un garçon de 10 ans cache sa grand-mère malade dans la cabane du voisin après que son père a menacé de résoudre le problème de façon permanente. Lorsque la voisine les trouve et entend l'explication du garçon, les flacons de médicaments qu'il lui montre la poussent à appeler immédiatement le police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La première lueur blafarde de l'aube se glissait à travers les fins rideaux de la maison des Patterson, projetant de longues ombres sur le salon exigu où Timothy Patterson, 10 ans, était déjà réveillé depuis 20 minutes. Il était assis en tailleur sur le tapis usé, à côté d'un petit plateau télé pliant, triant soigneusement des pilules dans un pilulier hebdomadaire en plastique à 7 compartiments. Ses petits doigts se déplaçaient avec une précision d'expert, comptant les comprimés blancs, les gélules bleues et les minuscules pilules jaunes qui maintenaient sa grand-mère en vie. La maison autour de lui portait le poids de 3 années de difficultés. La peinture s'écaillait des murs en longues bandes bouclées, et le parquet grinçait à chaque pas. L'air était imprégné de l'odeur tenace de vieilles cigarettes due au tabagisme invétéré de Robert, et de la faible odeur médicinale qui semblait s'accrocher à tout depuis que sa grand-mère Dorothy avait emménagé. Timothy s'était si bien habitué à ces odeurs qu'il ne les remarquait plus, tout comme il ne remarquait plus la douleur constante dans ses épaules à force d'aider à soulever sa grand-mère, ou les cernes sombres sous ses yeux dues à un sommeil interrompu. Lundi matin, murmura Timothy pour lui-même, lisant l'étiquette sur le flacon d'insuline avec l'attention minutieuse de quelqu'un de bien plus âgé. 2 unités avant le petit déjeuner. Il avait mémorisé chaque médicament, chaque dosage, chaque exigence horaire, car le docteur Harrison lui avait expliqué que les erreurs pouvaient être dangereuses. Timothy prenait cette responsabilité au sérieux, peut-être plus au sérieux que n'importe quel enfant de 10 ans ne le devrait. Les pilules cliquetaient doucement alors qu'il les plaçait dans leur case désignée. Metformine pour le diabète, lisinopril pour la tension artérielle, donépésil pour la mémoire. Chaque nom roulait sur sa langue comme une langue étrangère qu'il avait été forcé d'apprendre. Il avait écrit les noms sur un morceau de papier de cahier de son écriture ronde et soignée et l'avait collé à l'intérieur de l'armoire à pharmacie pour ne jamais oublier. De la chambre du fond parvint le bruit d'un remuement agité. La tête de Timothy se leva, écoutant avec l'acuité de quelqu'un qui avait appris à interpréter chaque son dans la maison. Sa grand-mère se réveillait, et cela signifiait qu'il était temps pour la partie la plus difficile de sa journée, l'aider à se souvenir de qui elle était et où elle se trouvait. Timothy se dirigea silencieusement dans le couloir étroit, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le linoléum froid. La porte de la chambre de sa grand-mère était légèrement entr'ouverte, et à travers l'interstice, il pouvait la voir assise sur le bord de son lit, fixant ses mains avec l'expression confuse qui était devenue de plus en plus courante au cours des derniers mois. « Bonjour, grand-mère Dorothy », dit doucement Timothy en poussant la porte juste assez pour se glisser à l'intérieur. « C'est lundi matin, et c'est l'heure de tes médicaments. » Dorothy Patterson leva les yeux vers lui, des yeux qui semblaient nager dans un flou intermittent. À 73 ans, elle avait été le genre de femme qui commandait l'attention simplement en entrant dans une pièce. Ses cheveux argentés, maintenant fins et souvent mal peignés, avaient autrefois été parfaitement coiffés chaque dimanche pour l'église. Ses mains, maintenant tachetées par l'âge et tremblant légèrement, avaient autrefois tourné les pages d'innombrables livres en tant que bibliothécaire en chef de l'école primaire de Millbrook. Ces mêmes mains avaient guidé des centaines d'enfants vers leurs histoires préférées, avaient aidé des lecteurs en difficulté à déchiffrer des mots difficiles, avaient été douces, patientes et gentilles. « Qui es-tu » demanda Dorothy, sa voix portant le tremblement incertain qui, Timothy l'avait appris, signifiait qu'elle passait ce qu'il appelait en privé « un matin brumeux ». Le cœur de Timothy se serra, mais il avait appris à ne pas montrer sa déception. Au lieu de cela, il s'assit prudemment sur le lit à côté d'elle, en gardant juste assez de distance pour qu'elle ne se sente pas à l'étroit. « Je suis Timothy, grand-mère. Je suis ton petit-fils. Je vis ici avec toi et papa, et j'aide à prendre soin de toi. » Timothy, répéta lentement Dorothy, comme si elle goûtait le nom. Timothy, c'est un beau nom. Un nom fort. Elle étudia son visage avec la concentration intense de quelqu'un qui essaie de se souvenir de quelque chose d'important qui semblait flotter juste hors de portée. Tu as des yeux gentils. De très gentils yeux. Merci, grand-mère. Timothy prit sa main, et cette fois, elle ne la retira pas. Sa peau semblait fine comme du papier sous ses doigts, et il pouvait sentir les os proéminents et les veines saillantes qui marquaient son âge avancé. « Es-tu prête pour le petit déjeuner ? Je peux te faire des œufs brouillés comme tu les aimes, avec juste un peu de fromage. » Le visage de Dorothy s'illumina, et pendant un instant, la confusion disparut de son expression.
Des œufs brouillés, ça semble merveilleux, mon chéri. Tu es très attentionné de proposer. Elle marqua une pause, inclinant légèrement la tête. Est-ce que je te connais? La question frappa Timothy comme un petit coup de poing à l'estomac, mais il avait appris à absorber ses coups sans broncher. Oui, grand-mère. Je suis Timothy. Je prends soin de toi. Timothy, dit-elle à nouveau, et cette fois, il y avait une note de reconnaissance dans sa voix. Timothy, tu es mon petit ange gardien, n'est-ce pas? L'expression familière inonda la poitrine de Timothy de chaleur. Pendant ces moments de lucidité, Dorothy l'appelait toujours son petit ange gardien, et ces mots étaient devenus plus précieux pour lui que n'importe quel jouet ou jeu. Ils signifiaient qu'elle se souvenait de lui, même si ce n'était que temporairement. Ils signifiaient qu'elle comprenait à quel point il l'aimait. C'est ça, grand-mère. Je suis ton ange gardien. Timothy serra doucement sa main. Maintenant, habillons-nous et préparons-nous pour le petit déjeuner, d'accord? Aider Dorothy à s'habiller était devenu une routine soigneusement chorégraphiée qui exigeait patience, douceur et une maturité que Timothy avait été contraint de développer bien trop jeune. Il avait appris à disposer ses vêtements dans l'ordre où elle les enfilerait, à guider ses bras dans les manches sans qu'elle se sente impuissante, à lasser ses chaussures sans rendre évident que ses doigts ne parvenaient plus à gérer les lacets. Ce matin-là, Dorothy était coopérative et calme, fredonnant doucement tandis que Timothy l'aidait à enfiler un pull bleu doux qui faisait ressortir la couleur passée de ses yeux. Elle avait toujours été une petite femme, mais la maladie et l'âge l'avaient rendue presque fragile, comme un oiseau aux os creux qui pourrait se briser s'il était manipulé trop brutalement. Voilà, dit Timothy en lissant ses cheveux avec une petite brosse qu'il gardait sur sa table de nuit. Tu es magnifique, grand-mère. Dorothy s'aperçut dans le petit miroir au-dessus de sa commode et sourit avec un plaisir sincère. Oh, merci, Timothy. C'est très gentil à toi de dire ça. Elle marqua une pause, étudiant son reflet derrière le sien. Tu sais, tu me rappelles quelqu'un? Quelqu'un de très spécial. À qui je te rappelle? Demanda Timothy, espérant désespérément qu'elle se souvenait de quelque chose de bon, quelque chose qui ramènerait cette lumière spéciale dans ses yeux. Il y avait un petit garçon qui venait à la bibliothèque tous les jours après l'école, dit Dorothy, sa voix prenant la cadence de conteuse que Timothy reconnaissait de ses moments les plus clairs. Il avait les cheveux noirs comme toi et des yeux si sérieux. Il s'asseyait dans le coin avec les grands livres d'images et lisait aux plus jeunes enfants qui venaient avec leur mère. Timothy sentit son souffle se couper. Elle parlait de lui, d'avant qu'elle ne tombe malade, quand il passait ses après-midi à la bibliothèque pendant que sa mère travaillait et que son père était à l'usine. C'étaient des heures dorées, assis dans la section des enfants pendant que sa grand-mère travaillait, entouré de l'atmosphère sûre et tranquille des livres et de l'apprentissage. C'était un si bon petit garçon, continua Dorothy, ses yeux se perdant dans le souvenir. Toujours en train d'aider, toujours en train de penser aux autres avant lui-même. Il me rappelait pourquoi j'aimais tant travailler avec les enfants. Ils ont des cœurs si purs, tu sais. Une telle capacité d'amour et de gentillesse. Qu'est-il arrivé à ce petit garçon? Demanda doucement Timothy, bien qu'il sût que la réponse briserait le charme de son souvenir. L'expression de Dorothy s'assombrit, et Timothy regarda la confusion revenir dans ses yeux comme un brouillard s'avançant depuis l'horizon. Je ne suis pas sûre, dit-elle, incertaine. Je crois que quelque chose est arrivé. Quelque chose de triste. Mais je ne me souviens pas très bien. Timothy serra à nouveau sa main, retenant les larmes qui menaçaient de déborder. Le quelque chose de triste, dont elle ne se souvenait pas très bien, était la mort de sa mère, 3 ans plus tôt, l'événement qui avait brisé leur famille et laissé Timothy devenir le soignant qu'il n'aurait jamais imaginé devoir être. Ce n'est pas grave, grand-mère, murmura-t-il. Tu n'as pas à te souvenir de tout maintenant. Allons prendre le petit déjeuner. La cuisine était la pièce la plus chaude de la maison, au sens propre comme au figuré. L'ancienne cuisinière à gaz dégageait une chaleur qui n'avait rien à voir avec le confort et tout à voir avec la nécessité. Le système de chauffage de la maison était peu fiable depuis des années, et Robert avait renoncé aux coûteux appels de réparation. Timothy avait appris à cuisiner des repas simples sur cette cuisinière, en commençant par des œufs brouillés et en progressant vers des sandwichs au fromage grillé, de la soupe en conserve et occasionnellement un plat surgelé lorsque son père se souvenait d'acheter des provisions. Ce matin-là, il travaillait avec une efficacité silencieuse, brouillant des œufs pendant que Dorothy était assise à la petite table de la cuisine, les mains jointes sur ses genoux comme un enfant patient attendant des instructions. La domesticité de la scène aurait semblé touchante à un observateur extérieur, un jeune garçon s'occupant de sa grand-mère âgée avec une dévotion évidente. Mais Timothy savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce tableau,
quelque chose qui empirait de semaine en semaine. Les flacons de médicaments alignés sur le comptoir de la cuisine racontaient une histoire que Timothy commençait seulement à comprendre. Le flacon d'insuline qui aurait dû durer un mois était presque vide après seulement 2 semaines. Les pilules pour la tension qui étaient livrées en approvisionnement pour 90 jours étaient presque épuisées après à peine 60 jours. Et hier, lorsque Timothy avait essayé de remplir le pilulier de Dorothy, il avait découvert que 2 de ses médicaments les plus importants étaient complètement terminés, sans renouvellement possible avant le mois prochain. Timothy ? La voix de Dorothy était faible et incertaine. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air inquiet. Timothy força un sourire en posant son assiette devant elle. Tout va bien, grand-mère. Je pensais juste à quelque chose. Il lui tendit une fourchette et la regarda la fixer un instant, comme si elle essayait de se souvenir à quoi elle servait. Pour les œufs, dit-il doucement. Tu manges les œufs avec la fourchette. Bien sûr, dit Dorothy, bien que ses mouvements fussent hésitants alors qu'elle prenait sa première bouchée. Ils sont très bons, Timothy. Tu deviens un vrai petit chef. Merci. Timothy versa du jus d'orange dans 2 verres, notant que c'était la fin du carton et l'ajoutant à la liste de courses mentales qu'il tenait constamment dans sa tête. Lait, pain, œufs, jus, et s'il restait de l'argent, peut-être quelques-uns des biscuits que Dorothy aimait mais se souvenait rarement d'avoir mangés. Ils mangèrent dans un silence confortable, Dorothy prenant de petites bouchées prudentes tandis que Timothy guettait tout signe de difficulté à avaler ou de problème de glycémie. Il avait appris à lire les signes subtils, le léger tremblement de ses mains qui signifiait qu'elle avait besoin de nourriture, le regard vitreux dans ses yeux qui signifiait que son sucre était trop élevé, la confusion qui s'approfondissait lorsque ses médicaments étaient en retard ou manquaient. Timothy, dit soudain Dorothy, posant sa fourchette et le regardant avec une expression d'une clarté surprenante. Tu prends si bien soin de moi. Comment ai-je pu avoir autant de chance d'avoir un petit-fils aussi merveilleux ? Les mots frappèrent Timothy avec une force inattendue, faisant monter les larmes à ses yeux avant qu'il ne puisse les arrêter. Ces moments de clarté devenaient plus rares, et chacun semblait être un cadeau précieux qu'il voulait conserver pour toujours. « Je t'aime, grand-mère », dit-il simplement. « Prendre soin de toi n'est pas difficile quand on aime quelqu'un. » Dorothy tendit la main à travers la table et lui prit le visage entre ses mains, son contact doux et chaud. « Tu es mon petit ange gardien », dit-elle fermement. « Je ne me souviens peut-être pas toujours des choses comme je le devrais, mais je me souviens toujours que tu es la lumière dans la vie de cette vieille femme. » Timothy se blottit contre son contact, savourant ce moment de connexion et d'amour qui ressemblait à un rayon de soleil perçant les nuages. C'était pour cela qu'il faisait tout ce qu'il faisait, pour ces moments précieux où sa grand-mère était pleinement présente, pleinement elle-même, pleinement consciente de l'amour qui circulait entre eux. Le bruit de pas lourds sur le porche d'entrée brisa ce moment paisible comme du verre se fracassant. La tête de Timothy se redressa d'un coup, et il vit les mains de Dorothy commencer à trembler alors que le bruit d'une clé tournant dans la serrure résonnait dans la maison. « Papa est à la maison », murmura rapidement Timothy, se levant pour débarrasser leurs assiettes de la table. Robert Patterson entra dans la cuisine comme un front orageux, apportant avec lui l'air froid et l'odeur de cigarettes et d'huile industrielle de l'usine de pièces automobiles où il travaillait en double poste 6 jours par semaine. À 38 ans, il paraissait plus vieux que son âge, son visage marqué par l'épuisement et le ressentiment, ses cheveux noirs montrant déjà des fils gris aux tempes. Ses vêtements de travail étaient tachés de graisse et ses mains portaient la décoloration permanente de quelqu'un qui travaille avec des machines et des produits chimiques. « Elle est levée », dit Robert, sa voix plate et dépourvue de chaleur en regardant Dorothy. Ce n'était ni une salutation ni une expression d'affection, c'était une observation, comme noter qu'il pleuvait ou que les poubelles devaient être sorties. « Bonjour, Robert », dit Dorothy, incertaine, sa clarté antérieure commençant déjà à s'estomper sous le poids de sa désapprobation. « As-tu passé une bonne nuit au travail ?» Robert ignora sa question, tournant plutôt son attention vers Timothy. « Lui as-tu donné toutes ces pilules ?»« Oui, monsieur », répondit tranquillement Timothy. « Comme toujours. »« Même les plus chers ?» Les yeux de Robert étaient durs alors qu'il se concentrait sur les flacons de médicaments alignés sur le comptoir. « Même l'insuline qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en une journée ?» Timothy sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Il y avait dans le ton de son père quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant, quelque chose de dangereux et de calculateur. « Oui, monsieur. Je lui ai donné tout ce que le docteur Harrison a dit qu'elle avait besoin. » Robert s'approcha du comptoir et prit le flacon d'insuline, le tenant à la lumière et le secouant doucement.
Le liquide à l'intérieur clapota avec un son qui semblait anormalement fort dans la cuisine soudainement tendue. « Ce truc coûte 200 $ le flacon, dit-il d'un ton conversationnel. 200 $ que nous n'avons pas, pour un médicament qui maintient en vie quelqu'un qui ne se souvient même plus de nos noms la moitié du temps. » « Robert, dit Dorothy, sa voix tremblante. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Le garçon n'a pas besoin d'entendre de telles choses. Le garçon a besoin d'entendre la vérité, cria Robert, sa voix montant. La vérité, c'est que te maintenir en vie met cette famille en faillite. La vérité, c'est que je travaille 16 heures par jour juste pour payer des médicaments dont tu auras besoin pour le reste de ta vie. La vérité, c'est que tu es un fardeau que nous ne pouvons pas nous permettre. Papa, s'il te plaît, dit Timothy, se plaçant protecteur entre son père et sa grand-mère. Elle ne comprend pas. Elle ne peut pas s'empêcher d'être malade. Les yeux de Robert se fixèrent sur Timothy avec une expression qui glaça le sang du garçon. Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je n'ai pas compris que ça ne s'arrangera jamais? Qu'elle ne fera qu'empirer, coûter plus d'argent et nécessiter plus de soins jusqu'à ce qu'elle meure enfin? Dorothy émit un petit son blessé, et Timothy vit des larmes commencer à couler sur ses joues. La cruauté des paroles de son père, prononcées devant la femme qu'elle concernait, rendit Timothy malade de colère et d'impuissance. « C'est ta mère, » dit Timothy, sa voix à peine plus qu'un murmure mais portant toute l'accusation qu'il pouvait rassembler. « C'est une coquille vide de ma mère, » répondit froidement Robert. « Ma mère est morte le jour où la démence a pris son esprit. Ce qui est assis à cette table n'est qu'un problème coûteux qui devient de plus en plus cher chaque jour. » Il reposa le flacon d'insuline sur le comptoir avec un clic sec qui sembla résonner dans la cuisine comme un coup de feu. Puis il plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone portable, faisant défiler ses contacts avec une lenteur délibérée. « J'ai réfléchi à des solutions, » dit Robert, sa voix prenant un ton désinvolte qui donna la chair de poule à Timothy. « Des solutions à long terme pour des problèmes à long terme. »« Quel genre de solutions ?» demanda Timothy, bien que chaque instinct en lui hurlait de ne pas demander, de ne pas savoir ce que son père préparait. Robert sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. C'était le sourire de quelqu'un qui avait pris une décision que les autres ne comprendraient ni n'approuveraient. Le genre qui résout les problèmes de façon permanente, dit-il en appuyant sur un numéro sur son téléphone et en le portant à son oreille. Alors que son père entrait dans le salon pour passer son appel, Timothy l'entendit dire « Salut, c'est Robert ?» Oui, j'ai réfléchi à ce dont on a discuté, à propos du problème de la vieille. Je pense qu'il est temps de passer à une solution permanente. Les mains de Timothy se mirent à trembler alors qu'il aidait Dorothy à se lever, la guidant vers sa chambre tandis que la voix de son père parvenait du salon comme un poison dans l'air. Il ne comprenait pas exactement ce que son père entendait par « solution permanente », mais la certitude froide dans la voix de Robert lui disait que, quoi que ce soit, cela signifiait un danger pour la femme qu'il aimait plus que quiconque au monde. Alors qu'il remettait Dorothy au lit pour sa sieste matinale, elle leva les yeux vers lui, des yeux clairs et effrayés. « Timothy, » murmura-t-elle, « je ne me souviens peut-être pas de grand-chose, mais je me souviens de la peur. Et j'ai peur. » Timothy serra sa main, son jeune esprit commençant déjà à envisager des possibilités, des plans, des mesures désespérées qui pourraient garder sa grand-mère à l'abri de la solution permanente que son père avait en tête. « N'aie pas peur, grand-mère, » murmura-t-il en retour. « Je suis ton ange gardien, tu te souviens? Je ne laisserai rien t'arriver. » Mais alors que la voix de son père continuait de dériver du salon, parlant de problèmes et de solutions, et de choses qui devaient être réglées de façon permanente, Timothy sentit le poids d'une responsabilité qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait jamais avoir à porter. Il était l'ange gardien de sa grand-mère, mais il n'était aussi qu'un petit garçon, et les adultes de son monde parlaient de choses qui lui glaçaient le sang. Le soleil du matin continuait de briller à travers les fenêtres de la cuisine, mais la chaleur avait quitté la journée. À sa place se trouvait une certitude froide que quelque chose de terrible allait arriver, et que Timothy était la seule chose qui se tenait entre sa grand-mère bien-aimée et la solution permanente que son père avait décidé d'adopter pour résoudre leurs problèmes une fois pour toutes. Le reste du lundi se déroula comme une marche sur des œufs. Chaque son, chaque mouvement portait en lui le potentiel de briser la paix fragile que Timothy s'efforçait désespérément de maintenir. Robert avait disparu dans sa chambre après l'appel téléphonique, n'en sortant que pour prendre une bière au réfrigérateur et marmonner quelque chose à propos des gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. Timothy passa la journée à se déplacer silencieusement dans la maison, aidant Dorothy avec ses médicaments, préparant des repas simples et essayant d'interpréter le sens de l'humeur de plus en plus sombre de son père.
Le soir apporta un silence inconfortable qui semblait pressé contre les murs de leur petite maison. Robert était assis dans son fauteuil dans le salon, buvant bière sur bière tout en fixant une télévision qui n'était pas allumée. Toutes les quelques minutes, il jetait un coup d'œil vers la chambre de Dorothy avec une expression qui donnait la chair de poule à Timothy. Ce n'était pas le regard d'un fils inquiet veillant sur sa mère malade, c'était le regard calculateur de quelqu'un qui analyse un problème et envisage diverses solutions. Timothy avait essayé de maintenir leur routine du soir, aidant Dorothy avec son dîner, lui donnant les médicaments prescrits et lui lisant un de ses livres préférés sur les fleurs de jardin. Mais Dorothy semblait inhabituellement agitée et confuse, demandant à plusieurs reprises où elle était et pourquoi tout semblait étrange. Ses mains tremblaient plus que d'habitude et elle se plaignait d'avoir soif, peu importe la quantité d'eau que Timothy lui apportait. « Quelque chose ne va pas », murmura Dorothy à Timothy alors qu'il l'aidait à enfiler sa chemise de nuit. « Je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose semble très anormal dans cette maison. » Le cœur de Timothy se serra à ces mots. Même dans son état de confusion, les instincts de Dorothy captaient le danger qui les entourait. Elle ne comprenait peut-être pas les détails de ce que Robert préparait, mais une partie primitive de son esprit reconnaissait la menace qui planait sur eux deux comme un orage qui se prépare. « Essaie de te reposer, grand-mère, » dit doucement Timothy, l'abordant avec un soin tendre. « Je serai juste là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Mais le sommeil ne vint facilement pour aucun d'eux. Timothy resta éveillé dans sa petite chambre, écoutant les mouvements agités de Dorothy et ses murmures confus occasionnels à travers le mince mur qui séparait leur chambre. Chaque fois qu'il entendait sa voix, il se glissait jusqu'à sa porte pour vérifier qu'elle n'était pas tombée ou ne s'était pas emmêlée dans ses draps. Vers minuit, Timothy entendit à nouveau la voix de son père, basse et secrète, dans le salon. Un autre appel téléphonique, une autre conversation à voix basse sur les problèmes et les solutions. Timothy sortit de son lit et se glissa dans le couloir, se pressant contre le mur où il pouvait entendre sans être vu. « Écoute, je sais comment ça sonne, » disait Robert, sa voix légèrement pâteuse à cause de l'alcool, « mais je te le dis, ça ne peut plus durer. Les médicaments seuls me coûtent 800 $ par mois, et ça ne compte pas les visites chez le médecin, la nourriture spéciale, les couches pour adultes, tout ça. » L'estomac de Timothy se tordit de honte et de colère. Les couches pour adultes. Son père parlait de l'incontinence occasionnelle de Dorothy, l'un des symptômes de sa maladie avancée qu'elle trouvait le plus embarrassant et que Timothy gérait avec autant de dignité que possible. « Non, elle ne sait pas ce qui se passe la plupart du temps, » continua Robert. « La moitié du temps, elle ne me reconnaît même pas. L'autre moitié, elle regarde dans le vide ou parle à des gens qui sont morts depuis 20 ans. Quelle vie est-ce là ?» Timothy voulait hurler que la vie de Dorothy était toujours précieuse, toujours significative, toujours remplie de moments d'amour et de connexion qui rendaient chaque difficulté digne d'être vécue. Mais il resta silencieux, écoutant avec une horreur croissante son père exposer sa logique tordue. « Le truc, c'est, » dit Robert, baissant encore plus la voix, « que les accidents arrivent tout le temps avec les gens dans son état. Des erreurs de médication, des chutes, des complications dues au diabète. Qui peut dire ce qui cause vraiment une aggravation soudaine chez une personne âgée atteinte de démence ? » La cruauté désinvolte dans la voix de son père rendit Timothy physiquement malade. Robert parlait de la mort de Dorothy comme si c'était déjà un fait accompli, quelque chose d'inévitable qui devait juste être géré correctement pour éviter les soupçons. Certaines personnes ne se réveillent tout simplement pas quand elles sont aussi malades, continua Robert avec un naturel glaçant. Surtout si elles manquent quelques doses de leur insuline ou si leurs médicaments pour la tension sont mélangés d'une manière ou d'une autre. Ces choses arrivent, et personne ne pose trop de questions quand la personne était déjà en phase terminale. Timothy recula du salon, les mains tremblantes et l'esprit chancelant sous le poids des implications de ce qu'il venait d'entendre. Son père ne prévoyait pas seulement de retenir les médicaments de Dorothy, il prévoyait de lui faire activement du mal tout en faisant passer cela pour des complications naturelles de ses maladies existantes. C'était un meurtre prémédité déguisé en mauvaise gestion médicale. Le mardi matin arriva, gris et froid, avec le genre de bruine persistante qui semblait s'infiltrer partout et rendre le monde plus petit et plus oppressant. Timothy se réveilla avant l'aube, comme c'était devenu son habitude, et se rendit à la cuisine pour commencer la routine matinale de Dorothy. Mais lorsqu'il tendit la main pour prendre son flacon d'insuline, son sang se glaça. Le flacon était presque vide. Timothy le tint à la faible lumière du matin, comptant et recomptant le liquide clair à l'intérieur. Selon l'étiquette de la prescription, ce flacon avait été rempli il y a seulement 10 jours et aurait dû contenir assez d'insuline pour un mois complet. Même en tenant compte des 2 injections quotidiennes de Dorothy,
Il aurait dû rester au moins 3 semaines de produit. Les doigts tremblants, Timothy ouvrit le pilulier où il gardait les autres médicaments de Dorothy, triés par jour et par heure. Le flacon de metformine, qui contenait 90 pilules il y a à peine 3 semaines, ne contenait plus qu'une douzaine de comprimés. Le médicament pour la tension était complètement épuisé, bien qu'il ait été renouvelé seulement 2 semaines auparavant. Le Donepezil pour sa mémoire n'avait plus que 3 pilules dans un flacon qui aurait dû en contenir assez pour encore 2 semaines. Non, 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 murmura Timothy pour lui-même, vérifiant et revérifiant chaque flacon avec une panique croissante. Ce n'était pas possible. Il avait été si prudent avec les dosages, si précis avec les horaires. Le docteur Harrison avait expliqué à quel point il était important de ne jamais manquer de dose, de ne jamais en donner trop ou trop peu. Timothy avait traité cette responsabilité comme une confiance sacrée, mesurant chaque pilule et chaque injection avec la dévotion de quelqu'un qui manipule des pierres précieuses. L'horrible vérité commença à s'insinuer dans l'esprit de Timothy comme un poison se propageant dans ses veines. Quelqu'un d'autre avait eu accès aux médicaments de Dorothy. Quelqu'un avait pris des pilules des flacons, jeté de l'insuline, sabotant délibérément la routine minutieuse qui maintenait Dorothy en vie et stable. Et il n'y avait qu'une seule personne dans la maison qui aurait eu à la fois l'opportunité et le mobile de faire une telle chose. Le bruit de Dorothy s'agitant dans sa chambre interrompit ses calculs frénétiques. Timothy se força à prendre une profonde inspiration, à réprimer la panique qui menaçait de le submerger. Quoi qu'il se passe avec les médicaments, Dorothy avait toujours besoin de ses soins matinaux, et il ne pouvait pas laisser sa peur interférer avec cette responsabilité. Mais quand Timothy entra dans la chambre de Dorothy, il la trouva dans un état qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle était assise sur le bord de son lit, mais tout son corps tremblait et sa peau avait une pâleur grisâtre qui tordit l'estomac de Timothy de terreur. Sa chemise de nuit était trempée de sueur, et sa respiration semblait rapide et superficielle. « Grand-mère » Timothy s'approcha d'elle avec précaution, notant la façon dont ses mains tremblaient et comment ses yeux semblaient incapables de se concentrer correctement. « Grand-mère, c'est Timothy. Comment te sens-tu » Dorothy leva les yeux vers lui, mais il semblait incapable de se fixer. Quand elle parla, sa voix était faible et confuse, avec un ton pâteux que Timothy n'avait jamais entendu. Je ne me sens pas bien. Tout semble étrange et lointain. Qui es-tu ? La question frappa Timothy comme un coup physique. Même lors de ses pires jours, Dorothy le reconnaissait généralement, même si cela prenait quelques minutes à sa mémoire pour s'engager. Mais ce matin-là, il y avait un vide dans ses yeux qui parlait de quelque chose de plus grave que sa confusion habituelle. C'était le regard de quelqu'un dont le corps commençait à s'arrêter par manque de médicaments essentiels. « Je suis Timothy, ton petit-fils. » dit-il doucement, s'agenouillant devant elle pour qu'il soit à hauteur des yeux. « Tu ne te sens pas bien ce matin. Laisse-moi t'aider. » Timothy, répéta lentement Dorothy, mais il n'y avait aucune reconnaissance dans sa voix. Le nom semblait rebondir sur sa conscience sans établir de connexion. « J'ai très soif, si soif que je ne peux penser à rien d'autre. Et je me sens comme si j'allais être malade. » L'esprit de Timothy passa en revue tout ce que le docteur Harrison lui avait appris sur l'état de Dorothy. Soif extrême, faiblesse, confusion pire que d'habitude, respiration rapide. C'étaient des signes que sa glycémie était dangereusement élevée, probablement parce qu'elle avait manqué des doses critiques d'insuline. Mais Timothy savait qu'il lui avait donné l'insuline la veille au soir, comme il le faisait tous les jours, la mesurant soigneusement dans la seringue spéciale et l'administrant exactement comme le médecin le lui avait montré. À moins que quelqu'un n'ait interféré avec les médicaments entre les administrations prudentes de Timothy. À moins que quelqu'un n'ait délibérément sauté des doses ou remplacé l'insuline par de l'eau, ou simplement jeté les médicaments vitaux dont le corps de Dorothy avait besoin pour fonctionner. « Laisse-moi t'apporter de l'eau, grand-mère, » dit Timothy, s'efforçant de garder sa voix calme et rassurante tandis que son esprit hurlait de panique. « Et ensuite, nous prendrons tes médicaments du matin, d'accord ? » Mais quand Timothy retourna à la cuisine, il trouva Robert debout près du comptoir, le flacon d'insuline à la main. Son père examinait l'étiquette avec la même expression calculatrice que Timothy avait vue la veille, et il y avait quelque chose dans sa posture qui figea Timothy dans l'embrasure de la porte. Robert tenait le flacon à la lumière, faisant tournoyer le liquide restant avec l'intérêt désinvolte de quelqu'un qui vérifie la fraîcheur du lait. « Papa ?» La voix de Timothy sortit plus faible qu'il ne l'avait prévu. « Je prenais les médicaments de grand-mère. » Robert leva les yeux, et Timothy vit quelque chose dans le regard de son père qui lui glaça le sang.
Ce n'était ni de la colère, ni de la frustration, ni même le ressentiment épuisé qui était devenu l'expression par défaut de Robert. C'était le regard calme et déterminé de quelqu'un qui avait pris une décision difficile et était prêt à la mener à bien, quelles qu'en soient les conséquences. Cette insuline, dit Robert d'un ton conversationnel, secouant doucement le flacon pour que le liquide clapote contre le verre, coûte plus que ce que je gagne en 3 jours de travail. Le savais-tu, Timothy? Oui, monsieur, murmura Timothy, la gorge serrée et sèche. Mais grand-mère en a besoin. Le docteur Harrison a dit que si elle ne reçoit pas son insuline, elle pourrait tomber très malade. Elle pourrait même mourir. Robert hocha lentement la tête, comme si cette information était exactement ce qu'il s'attendait à entendre. C'est vrai. Elle pourrait mourir. Il posa le flacon sur le comptoir avec un soin délibéré, le léger clic du verre contre le stratifié résonnant anormalement fort dans la cuisine soudainement tendue. Et si elle mourait, nous n'aurions plus besoin d'acheter d'insuline, n'est-ce pas? Nous n'aurions plus besoin d'acheter aucun de ces médicaments coûteux qui nous saignent à blanc. Timothy sentit le monde basculer autour de lui alors que la pleine signification des paroles de son père s'imposait. La manière désinvolte dont Robert parlait de la mort potentielle de Dorothy, comme s'il s'agissait simplement d'une considération financière plutôt que de la perte d'une vie humaine, rendit Timothy malade d'horreur et d'incrédulité. « Papa, tu ne peux pas. Tu ne peux pas simplement arrêter de lui donner ses médicaments. Ce serait quoi ?» La voix de Robert était dangereusement calme, portant le même ton qu'il utilisait lorsque Timothy avait de sérieux ennuis. « Dis-le, Timothy. Ce serait quoi ? » « Ce serait un meurtre, » murmura Timothy, le mot lui écorchant la gorge comme du verre brisé. L'accusation flotta dans l'air entre eux, lourde, terrible et irrévocable. L'expression de Robert ne changea pas, ne montra même pas une lueur de honte ou de remords. Au contraire, il semblait satisfait que Timothy ait enfin compris la réalité de leur situation. Le meurtre, c'est quand on tue activement quelqu'un, Timothy. Ce dont je parle, c'est juste de laisser la nature suivre son cours. Arrêter les interventions coûteuses qui maintiennent en vie une vieille femme malade alors qu'elle ne se souvient même plus de qui nous sommes. De la chambre à coucher, on entendit Dorothy appeler, confuse, sa voix faible et effrayée. « Timothy ? Timothy, où es-tu ? J'ai peur. » Les instincts protecteurs de Timothy s'enflammèrent, l'emportant sur sa peur de l'humeur de plus en plus dangereuse de son père. Chaque fibre de son être lui hurlait de courir vers Dorothy, de la réconforter, de continuer à être l'ange gardien dont elle avait besoin. « Elle se souvient, » dit Timothy, sa voix s'élevant avec désespoir et défi. « Elle m'appelle son ange gardien. Elle me raconte des histoires sur l'époque où elle était bibliothécaire. Elle se souvient comment faire des œufs brouillés et qu'elle aime son café avec 2 sucres. Elle est toujours là, papa. C'est toujours grand-mère. » « C'est un fardeau, » répondit platement Robert, sa voix dépourvue de toute émotion qui pourrait suggérer qu'il parlait de sa propre mère, la femme qu'il avait élevée, aimée et s'était sacrifiée pour lui. Un fardeau coûteux qui ruine nos vies et met notre famille en faillite. Et j'en ai marre de faire semblant. Timothy recula vers la chambre de Dorothy, l'esprit chancelant sous le poids des implications de ce que son père disait. L'homme qui se tenait devant lui ressemblait à son père, parlait comme son père, mais la froideur dans ses yeux appartenait à quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un qui pouvait calculer la valeur monétaire d'une vie humaine et la trouver insuffisante. « Je ne te laisserai pas lui faire de mal, » dit Timothy, sa voix tremblante mais déterminée. « Je le dirai à quelqu'un. J'appellerai le docteur Harrison, ou la police, ou... Tu feras exactement ce que je te dis de faire, » le coupa Robert, sa voix devenant dure et menaçante d'une manière qui fit reculer Timothy involontairement. « Parce que tu as 10 ans et que personne ne croira qu'un père ferait du mal à sa propre mère. Et même s'il te croyait, que crois-tu qu'il se passerait ensuite ? » Robert s'approcha, et Timothy put sentir l'odeur de bière éventée et de cigarette sur son haleine, voir les yeux injectés de sang et la barbe naissante qui parlait de trop peu de sommeil et de trop d'alcool. « Tu crois qu'ils te laisseront rester ici ? Tu crois qu'ils te laisseront continuer à prendre soin d'elle ? Ils te mettront en famille d'accueil, et elle dans une maison de retraite gérée par l'État où elle mourra de toute façon, juste plus lentement et plus misérablement. » La menace était claire, et Timothy sentit son défi s'effondrer sous le poids d'une horrible prise de conscience. Robert avait raison. Timothy n'était qu'un enfant, et dans le monde des adultes, les enfants n'avaient aucun pouvoir, aucune voix, aucune capacité à protéger les personnes qu'ils aimaient. S'il essayait d'obtenir de l'aide, il pourrait être enlevé à Dorothy, la laissant complètement sans défense contre ce que son père avait prévu.
S'il te plaît, papa, murmura Timothy, des larmes commençant à couler sur son visage alors que le désespoir submergeait sa fierté. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Je ferai n'importe quoi. Je prendrai mieux soin d'elle pour qu'elle coûte moins cher. Je trouverai un moyen de rendre les médicaments moins chers. Timothy. La voix de Dorothy depuis la chambre était plus forte maintenant, teintée de panique et de confusion. Timothy, où es-tu? Quelque chose ne va pas. J'ai peur et je ne sais pas où je suis. Timothy regarda vers la chambre, puis de nouveau vers son père, tiraillé entre son besoin de réconforter Dorothy et son désir désespéré de faire changer d'avis son père. Mais l'expression de Robert resta froide et impassible, et Timothy réalisa avec un désespoir écrasant que rien de ce qu'il pourrait dire ne ferait de différence. Son père avait déjà dépassé le raisonnement, la compassion, tout ce qui pouvait ressembler à l'homme qui lui lisait autrefois des histoires au coucher et lui avait appris à faire du vélo. « Va t'occuper d'elle », dit Robert avec une fausse douceur, sa voix portant le ton condescendant de quelqu'un qui écoute les préoccupations idiotes d'un enfant. « Donne-lui les médicaments qui restent, mais comprends que c'est la dernière fois. Après aujourd'hui, elle n'aura que ce que je déciderai qu'elle aura. » Timothy s'enfuit dans la chambre de Dorothy, le cœur battant et l'esprit tourbillonnant de terreur. Il la trouva essayant de se lever du lit, ses jambes tremblant de faiblesse et son visage pâle de confusion et de peur. Sa chemise de nuit était humide de transpiration, et elle s'agrippait au montant du lit pour se soutenir, comme si la pièce tournait autour d'elle. « Je suis là, grand-mère, » dit Timothy, se précipitant à ses côtés et l'aidant à se rasseoir sur le bord du lit. « Je suis là. Tu es en sécurité. » Timothy, dit Dorothy, et pendant un instant, ses yeux s'éclaircirent avec reconnaissance, comme un rayon de soleil perçant des nuages d'orage. « Timothy, mon gentil garçon. Quelque chose ne va pas. Je me sens très malade, et il y avait des cris. Sommes-nous en danger? » La question perça le cœur de Timothy comme une lame. L'intuition de Dorothy, même obscurcie par la démence et compromise par le sevrage médicamenteux, avait capté la menace qui planait sur eux deux. Elle ne comprenait peut-être pas les détails, mais une partie d'elle savait que le danger approchait, comme un prédateur dans l'obscurité. « Tout va bien se passer, » mentit Timothy, sa voix se brisant sous l'effort de maintenir un espoir qu'il ne ressentait pas. « Je vais prendre soin de toi. J'ai promis d'être ton ange gardien, tu te souviens? » « Mon ange gardien, » répéta doucement Dorothy, levant la main pour toucher le visage de Timothy avec des doigts tremblants. « Oui, je me souviens. Que tu es mon petit ange gardien. » Timothy aida Dorothy à prendre ses médicaments restants, mesurant ce qui restait avec la précision de quelqu'un qui accomplit un rituel sacré. Chaque pilule pourrait être la dernière qu'elle recevrait, chaque injection d'insuline potentiellement sa dernière protection contre la maladie qui la tuerait sans traitement approprié. Il la regarda avaler les pilules avec de l'eau, l'aida à se recoucher et la couvrit de couverture lorsqu'elle se plaignit d'avoir froid malgré la fièvre qui la faisait transpirer. Au fil de la matinée, Timothy regarda, impuissant, l'état de Dorothy continuer de se détériorer. Sa glycémie, déstabilisée par des jours de médication inadéquate, oscillait entre des extrêmes dangereux. Un moment, elle était confuse et léthargique. Le suivant, elle était agitée et parlait rapidement de choses qui n'avaient aucun sens. Elle était confuse et effrayée, appelant des personnes décédées depuis des années, parlant à des visiteurs invisibles et regardant occasionnellement Timothy comme s'il était un étranger qui s'était égaré dans sa chambre. Le pire, c'est que Robert semblait véritablement satisfait du déclin de Dorothy. Il la vérifiait périodiquement tout au long de la journée, observant sa confusion et sa faiblesse avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui mène une expérience. Lorsque Dorothy ne le reconnut pas lors d'une visite, l'appelant « jeune homme », et lui demandant s'il était là pour réparer le chauffage, Timothy vit son père sourire avec une satisfaction froide. « Tu vois, » dit Robert à Timothy alors qu'il quittait la chambre de Dorothy après qu'elle se soit endormie d'épuisement. « Elle ne sait même pas qui je suis. Elle pense que je suis un étranger venu réparer quelque chose. À quoi bon dépenser des milliers de dollars pour maintenir en vie quelqu'un qui ne sait même pas qu'elle est en vie? » Timothy voulait hurler que Dorothy le savait, que même dans sa confusion, elle distinguait l'amour de la cruauté, la gentillesse de l'indifférence, la sécurité du danger. Il voulait expliquer que ces moments de clarté étaient d'une valeur inestimable, que son sourire lorsqu'elle le reconnaissait valait plus que tout l'argent du monde. Mais il pouvait voir que son père avait dépassé le raisonnement, la compassion, tout ce qui pourrait le faire reconsidérer son terrible plan. Le mardi après-midi apporta une visite de Madame Morrison, leur voisine d'accent grave côté, qui frappa à la porte d'entrée avec un plat à gratin couvert et son habituelle sollicitude pour le bien-être de leur famille.
Timothy ouvrit la porte tandis que Robert restait dans le salon, faisant semblant de regarder la télévision mais écoutant en réalité chaque mot de la conversation. « Bonjour, Timothy, dit Madame Morrison avec un sourire chaleureux. J'ai fait du poulet et des boulettes en trop et j'ai pensé que vous et votre famille pourriez en profiter. Comment va ta grand-mère » Timothy jeta un regard nerveux vers le salon, conscient que son père surveillait sa réponse. « Elle passe une journée difficile aujourd'hui, Madame Morrison. » « Merci pour la nourriture, c'est très gentil à vous. »« Pauvre chérie, dit Madame Morrison avec une sympathie sincère. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour aider ? Je sais à quel point ça doit être dur pour toi de t'occuper d'elle. » En fait, dit Timothy, une idée commençant à se former dans son esprit désespéré, serez-vous à la maison cette semaine au cas où nous aurions besoin de quelque chose ? Oh, j'ai bien peur que non, mon cœur, répondit Madame Morrison. Je pars pour Cleveland demain matin pour aider ma sœur. Elle est tombée et s'est cassé la hanche, et elle a besoin de quelqu'un pour rester avec elle quelques jours pendant qu'elle se remet. Je pourrais être parti une semaine, selon son état. Le cœur de Timothy commença à s'emballer alors que les implications de ses paroles s'imposaient. La maison de Madame Morrison serait vide pendant toute une semaine. Sa propriété, avec son abri de jardin envahi par la végétation et rarement utilisé, serait complètement non surveillée et accessible. J'espère que votre sœur se remettra vite, parvint à dire Timothy, son esprit déjà en train de parcourir les possibilités. Merci, mon chéri. Et s'il te plaît, transmets mes amitiés à ta grand-mère. Dis-lui que je pense à elle. Après le départ de Madame Morrison, Timothy passa le reste de l'après-midi dans un état d'énergie nerveuse, son esprit élaborant le plan désespéré qui commençait à prendre forme. Si son père avait l'intention de tuer Dorothy en lui retirant ses médicaments, alors Timothy devait trouver un moyen de la tenir éloignée de la maison et du contrôle de Robert. La propriété vide de Madame Morrison offrait la cachette parfaite, un endroit où il pourrait rester plusieurs jours jusqu'à son retour, où elle pourrait les aider à obtenir une assistance appropriée. Ce soir-là, alors que Timothy était assis à côté du lit de Dorothy, lui lisant un de ses livres préférés, il entendit son père parler à nouveau au téléphone dans le salon. La voix de Robert était basse, mais dans la petite maison, le son se propageait facilement à travers les minces murs. « Non, je comprends les risques, » disait Robert, son ton suggérant que c'était la suite d'une conversation antérieure. « Mais je te le dis, cette situation ne peut plus continuer. Les coûts sont insensés, et elle ne fait qu'empirer. Chaque jour qu'elle reste en vie est un autre jour de soins médicaux coûteux que nous ne pouvons pas nous permettre. » Timothy se rapprocha de la porte, s'efforçant d'entendre davantage de la conversation tout en gardant un œil sur Dorothy, qui semblait somnoler par intermittence. « Écoute, les accidents arrivent tout le temps avec les gens aussi malades, » continua Robert avec le ton désinvolte de quelqu'un qui discute de la météo. « Erreur de médication, dose manquée, complications de la maladie. Qui peut dire ce qui pousse vraiment quelqu'un à s'aggraver subitement ?» Les mains de Timothy se mirent à trembler en écoutant les calculs froids de son père. Robert ne se contentait pas de prévoir de retenir les médicaments de Dorothy, il était déjà en train de déterminer comment expliquer sa mort lorsqu'elle se produirait, comment la faire passer pour une progression naturelle de sa maladie plutôt que pour le résultat d'une négligence délibérée. « Le truc, c'est, dit Robert en baissant encore plus la voix, que certaines personnes ne se réveillent tout simplement pas quand elles sont aussi malades, surtout si elles manquent trop de doses de leurs médicaments vitaux. Ces choses arrivent, et personne ne pose trop de questions quand la personne était de toute façon déjà mourante. » Le mot « mourante » frappa Timothy comme un coup physique. Dorothy n'était pas mourante. Ses maladies étaient gérables avec des médicaments et des soins appropriés. Elle pouvait vivre des années, continuer à avoir des moments de clarté et de joie, continuer à être la grand-mère qu'il appelait son ange gardien et donnait un sens à sa vie malgré toutes ses difficultés. Peut-être que si j'arrête de lui donner l'insuline pendant quelques jours, songea Robert à voix haute, comme s'il discutait de l'arrosage des plantes ou de la sortie des poubelles, un coma diabétique semble tout à fait naturel. Personne ne soupçonnerait rien. Timothy recula de la porte, l'esprit chancelant d'horreur et de désespoir. Son père ne parlait pas seulement de laisser Dorothy mourir, il planifiait son meurtre et cherchait déjà comment éviter les soupçons. Et Timothy, à 10 ans, était la seule personne qui savait ce qui se passait réellement. Le poids de cette connaissance s'abattit sur les épaules de Timothy comme un fardeau écrasant. Il n'était qu'un enfant, mais il était aussi la seule protection de Dorothy contre un homme qui avait décidé que sa vie valait moins que l'argent qu'il en coûtait pour la maintenir. La police ne le croirait pas. Quelle preuve avait-il, au-delà de conversations téléphoniques entendues à la dérobée ?
Les services sociaux pourraient l'emmener avant de pouvoir enquêter, laissant Dorothy complètement sans défense. Et chaque jour qui passait rapprochait Dorothy de l'accident que Robert avait prévu. Timothy retourna au chevet de Dorothy, où elle dormait d'un sommeil agité, sa respiration superficielle et son visage pâle dans la faible lumière du couloir. Elle semblait si petite et si fragile, si complètement dépendante des autres pour sa survie. Les médicaments qui la maintenaient en vie étaient presque épuisés, et Timothy savait que son père ne permettrait jamais qu'il soit renouvelé. « Qu'est-ce que je vais faire ?» se murmura Timothy, prenant la main de Dorothy dans la sienne. Sa peau était froide et parcheminée, et son pouls était faible sous ses doigts. Comme si elle sentait sa présence, les yeux de Dorothy s'entr'ouvrirent, et pendant un instant, ils furent clairs et vifs, montrant l'intelligence vive qui avait fait d'elle une bibliothécaire si aimée pendant 30 ans. « Timothy », dit-elle doucement, sa voix portant la chaleur et la reconnaissance qui rendaient tous ses sacrifices utiles. « Mon petit ange gardien ? Tu as l'air si inquiet. »« Je vais bien, grand-mère », mentit Timothy, serrant doucement sa main tandis que son cœur se brisait sous le poids de tout ce qu'il ne pouvait pas lui dire. « Je pensais juste à des choses. » « Parfois, penser est la chose la plus difficile que nous ayons à faire, dit Dorothy avec une sagesse qui surprit Timothy et lui rappela la femme qu'elle avait été avant que la maladie n'obscurcisse son esprit. « Mais je te fais confiance pour penser à la bonne chose. Tu as un si bon cœur, un esprit si pur. Quoi que ce soit qui te trouble, je sais que tu trouveras la bonne réponse. » Ses yeux se refermèrent, et en quelques instants, elle dormait à nouveau. Mais ces paroles résonnaient dans l'esprit de Timothy comme un défi et une bénédiction combinée. Elle lui faisait confiance pour trouver la bonne réponse. Elle croyait en son bon cœur et son esprit pur. Elle avait foi qu'il trouverait la bonne solution, même lorsque le problème semblait impossible à résoudre. Timothy resta assis dans l'obscurité à côté du lit de Dorothy, son jeune esprit élaborant des possibilités avec la créativité désespérée de quelqu'un qui n'a d'autre choix que de trouver une solution. Son père prévoyait de tuer Dorothy en lui retirant ses médicaments, faisant passer cela pour une mort naturelle due à ses maladies. Les autorités ne croiraient pas les accusations d'un enfant de 10 ans contre son propre père. Emmener Dorothy à l'hôpital ne ferait que retarder l'inévitable. Robert trouverait simplement une autre occasion une fois qu'il serait rentré. Mais que se passerait-il s'il ne rentrait pas ? Et si Timothy pouvait trouver un moyen de garder Dorothy en sécurité jusqu'à ce que quelqu'un d'autre puisse les aider, quelqu'un qui les croirait, quelqu'un qui reconnaîtrait les signes d'abus et de négligence que Timothy était trop jeune pour signaler efficacement lui-même ? L'idée qui commença à se former dans l'esprit de Timothy était désespérée, dangereuse et probablement impossible. Mais en écoutant la respiration laborieuse de Dorothy et en pensant au plan froid de son père pour sa mort, Timothy réalisa que l'impossible valait mieux que le désespoir. Il n'était peut-être qu'un garçon de 10 ans, mais il était l'ange gardien de Dorothy, et les anges gardiens n'abandonnent pas lorsque les personnes qu'ils aiment sont en danger. Madame Morrison serait partie pendant une semaine, laissant sa maison et sa propriété sans surveillance. Son vieil abri de jardin, envahi par les vignes et rempli de matériel de jardinage oublié, ferait une cachette parfaite. Timothy pourrait y emmener Dorothy, avec les médicaments restants, et la garder en sécurité jusqu'au retour de Madame Morrison, qui pourrait alors les aider à obtenir une assistance appropriée. Ce n'était pas un plan parfait. Timothy savait qu'il ne pourrait pas s'occuper de Dorothy indéfiniment sans équipement médical adéquat et des médicaments frais, mais cela pourrait leur acheter assez de temps pour que quelqu'un avec l'autorité et la crédibilité d'un adulte reconnaisse ce qui se passait et intervienne avant que Robert ne puisse exécuter son plan meurtrier. La première lueur blafarde du mercredi matin était encore à des heures, mais Timothy avait déjà pris sa décision. Si son père voulait résoudre les problèmes de façon permanente, alors Timothy trouverait sa propre solution permanente. Il éloignerait Dorothy de cette maison, hors de la portée de Robert, et il la garderait en sécurité jusqu'à ce que l'aide puisse arriver. Dehors, un bulletin météo à la radio de la cuisine mentionnait un important système orageux approchant de la région, attendu pour le jeudi soir avec de violents orages et de possibles inondations. Il était conseillé à la plupart des résidents de sécuriser les objets extérieurs et de se préparer à d'éventuelles pannes de courant. La tempête se déplaçait plus vite que prévu, avertissaient les météorologues, et pourrait arriver dès le jeudi après-midi si les conditions actuelles persistaient. Timothy enregistra à peine l'avertissement concernant la tempête, son esprit concentré sur toute autre chose. Le souvenir du visage bienveillant de Madame Morrison et son explication sur son départ pour Cleveland pour s'occuper de sa sœur blessée. Elle partirait le mercredi matin et ne reviendrait pas avant plusieurs jours, peut-être une semaine.
Sa maison voisine serait vide, son abri de jardin caché et oublié derrière des arbustes envahissants et des vignes grimpantes. Ce serait la cachette parfaite pour un garçon de 10 ans effrayé et sa grand-mère malade. Il pourrait y rester quelques jours seulement, jusqu'au retour de Madame Morrison, qui pourrait alors les aider à obtenir l'assistance dont ils avaient besoin. Timothy pourrait faire durer les médicaments restants de Dorothy, la garder au chaud et à l'aise, la protéger des intentions meurtrières de son père assez longtemps pour qu'un adulte intervienne et les sauve tous les deux. Alors que le mercredi se levait, gris et menaçant, Timothy commença à se préparer pour ce qui pourrait être les jours les plus importants de sa jeune vie. Il était sur le point de devenir plus que le soignant de Dorothy, il était sur le point de devenir son ange gardien au sens le plus littéral du terme, se tenant entre elle et la mort avec pour seules armes son amour et sa détermination. Le mercredi matin arriva avec le poids oppressant d'une décision qui ne pouvait plus être reportée. Timothy avait passé la majeure partie de la nuit assis à côté du lit de Dorothy, observant son sommeil agité et écoutant le rythme laborieux de sa respiration. Toutes les quelques heures, elle se réveillait confuse, appelant des personnes qui n'existaient que dans ses souvenirs fragmentés, et Timothy la réconfortait avec des mots doux et de l'eau fraîche jusqu'à ce qu'elle retombe dans un repos inquiet. Robert était parti pour son service du matin à l'usine de pièces automobiles avec à peine un mot, mais non sans faire semblant de vérifier les flacons de médicaments de Dorothy sur le comptoir de la cuisine. Timothy avait observé depuis le couloir son père tenir le flacon d'insuline presque vide à la lumière, l'examinant avec la même expression calculatrice qu'un bijoutier utiliserait pour évaluer un diamant de valeur douteuse. Bientôt à court, avait dit Robert à personne en particulier, sa voix portant une note de fausse inquiétude qui donna la chair de poule à Timothy. Dommage qu'on ne puisse pas le renouveler avant la semaine prochaine. Le mensonge flottait dans l'air comme un poison. Timothy savait qu'il y avait de l'argent dans le portefeuille de son père, il avait vu Robert compter des billets la veille au soir, assez pour couvrir la prescription d'insuline avec de l'argent de reste. Mais le plan de Robert n'incluait pas de maintenir Dorothy en vie assez longtemps pour avoir besoin d'un autre renouvellement. Après le départ de son père pour le travail, Timothy se déplaça dans la maison avec une détermination résolue, rassemblant les provisions dont il aurait besoin pour le plan désespéré qui s'était cristallisé dans son esprit pendant les longues heures de la nuit. Il commença par les médicaments de Dorothy, comptant soigneusement chaque pilule restante et mesurant l'insuline qui restait dans le flacon. Il y en avait assez pour peut-être 3 jours s'il était extrêmement prudent avec les dosages, peut-être 4 jours s'il risquait de les étirer dangereusement. De la cuisine, Timothy rassembla des crackers, de la soupe en conserve, des bouteilles d'eau et tout ce qui ne se gâterait pas rapidement ou ne nécessiterait pas de cuisson. Il trouva un sac d'épicerie en toile sous l'évier et le remplit de cuillères en plastique, d'un ouvre-boîte et de plusieurs serviettes qui pourraient servir de couverture si nécessaire. De la salle de bain, il prit du papier toilette, des lingettes humides et le thermomètre numérique que le docteur Harrison avait dit être essentiel pour surveiller l'état de Dorothy. La partie la plus difficile fut de décider quoi dire à Dorothy. Timothy savait que son état l'empêchait de comprendre pleinement le danger auquel il faisait face, mais il savait aussi qu'elle serait effrayée et confuse par tout changement soudain dans leur routine. Il devrait présenter leur fuite comme quelque chose de positif, quelque chose qui ne déclencherait pas l'anxiété et l'agitation qui accompagnaient souvent sa confusion. Timothy trouva Dorothy assise sur le bord de son lit, regardant par la fenêtre le ciel gris du matin avec l'expression lointaine qui signifiait que son esprit vagabondait dans des souvenirs de décennies passées. Elle fredonnait doucement, un air qu'il reconnaissait des berceuses qu'elle lui chantait quand il était beaucoup plus jeune et qu'elle était encore la femme vive et compétente qui dirigeait la bibliothèque de l'école primaire avec une douce autorité. « Bonjour, grand-mère », dit doucement Timothy, s'asseyant à côté d'elle sur le lit. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Dorothy se tourna pour le regarder, et Timothy fut soulagé de voir la reconnaissance dans ses yeux, même si cela lui prit un moment pour se concentrer sur son visage. « Timothy », dit-elle avec un sourire qui semblait demander un effort considérable. « Mon gentil garçon. Je pensais juste au jardin derrière la bibliothèque. Tu te souviens du jardin » Timothy s'en souvenait. Avant sa maladie, Dorothy avait entretenu un petit jardin de fleurs derrière la bibliothèque de l'école primaire, rempli de roses, de jonquilles et du genre de vivaces robustes qui pouvaient résister à la fois à l'enthousiasme des enfants curieux et aux hivers rigoureux de l'Ohio. Elle y avait souvent emmené Timothy lors de ses visites après l'école, lui apprenant les noms des différentes fleurs et lui montrant comment tailler les roses pour encourager de nouvelles floraisons. « Je me souviens, grand-mère, » dit doucement Timothy. « Tu m'as appris que les jonquilles reviennent chaque printemps, peu importe à quel point l'hiver est froid. » « C'est vrai, » dit Dorothy, son sourire s'élargissant. «
Ce sont des survivantes, ces jonquilles. Elles savent comment attendre la fin des temps difficiles et revenir quand c'est sûr. Elle marqua une pause, étudiant le visage de Timothy avec la perception intuitive qui perçait parfois sa confusion comme un rayon de soleil à travers les nuages. Traversons-nous des temps difficiles maintenant, Timothy? La question était plus proche de la vérité que Timothy n'était prêt à l'admettre. Il prit la main de Dorothy dans la sienne, sentant les os fragiles sous une peau fine comme du papier, et prit une décision qui changerait leurs deux vies pour toujours. « Grand-mère, dit-il prudemment, aimerais-tu partir à l'aventure, juste toi et moi ?» Les yeux de Dorothy s'illuminèrent d'intérêt, et Timothy entrevit la femme qui avait autrefois organisé des chasses au trésor pour les enfants de la bibliothèque, qui avait transformé la lecture en une grande aventure remplie de pirates, de princesses et de terres lointaines. Une aventure? Quel genre d'aventure? Une aventure de camping, dit Timothy, le mensonge venant plus facilement qu'il ne l'avait prévu. Nous allons séjourner dans un endroit spécial pendant quelques jours, juste nous deux. Comme des vacances. Ça a l'air merveilleux, dit Dorothy avec un enthousiasme sincère. Je n'ai pas fait de camping depuis que je suis une petite fille. Mon père m'emmenait au lac en été. Son expression s'assombrit légèrement. Mais ne devrions-nous pas d'abord demander à ton père? Le cœur de Timothy se serra à cette question innocente. Papa est au courant, mentit-il sans accroc. Il pense que ce serait bien pour toi de prendre l'air frais. Mais c'est une surprise, alors nous devons faire nos bagages très discrètement et partir sans le dire à personne d'autre. L'idée d'une surprise ravit Dorothy, de la manière dont les plaisirs simples le faisaient souvent lorsque son esprit revenait à un état d'émerveillement enfantin. Elle frappa doucement dans ses mains et se pencha vers Timothy comme s'ils étaient des conspirateurs planifiant une farce délicieuse. « Une aventure secrète, murmura-t-elle. Comme c'est excitant. Que dois-je emporter ?» Timothy aida Dorothy à s'habiller avec des vêtements chauds et confortables, un pull doux, un pantalon solide et les chaussures de marche que le docteur Harrison avait recommandées pour ses problèmes de circulation. Il emballa des vêtements de rechange dans un petit sac de voyage, ainsi que ses médicaments les plus essentiels et les quelques objets personnels qui semblaient la réconforter, une petite photo de son défunt mari, un livre de poche usé de poésie qu'elle lisait parfois pendant ses moments de lucidité, et la lotion pour les mains qui sentait la lavande et l'aidait à se souvenir de moments heureux. Alors qu'il se préparait à partir, Timothy sentit le poids de ce qu'il tentait s'abattre sur ses épaules comme un fardeau physique. Il avait 10 ans et il était sur le point d'assumer la responsabilité de la vie d'une femme dont les besoins médicaux étaient complexes et dont l'état mental la rendait vulnérable de manière qu'il ne comprenait probablement même pas. Si quelque chose tournait mal, si Dorothy avait une urgence médicale, s'ils étaient découverts, si les médicaments limités s'épuisaient, les conséquences pourraient être catastrophiques. Mais l'alternative était pire. Timothy avait entendu les plans de son père, avait vu le calcul froid dans les yeux de Robert alors qu'il discutait de la mort de Dorothy comme d'un problème financier à résoudre. Au moins, de cette façon, Dorothy avait une chance. Au moins, de cette façon, Timothy se battait pour sa vie au lieu de regarder, impuissant, qu'on la lui enlève. La marche jusqu'à la propriété de Madame Morrison était plus courte que Timothy ne s'en souvenait, juste de l'autre côté de leur petit jardin et à travers une brèche dans la haie qui séparait les deux maisons. Dorothy se déplaçait lentement mais régulièrement, s'appuyant sur le bras de Timothy pour se soutenir et s'arrêtant de temps en temps pour se reposer lorsque sa respiration devenait laborieuse. Elle semblait penser qu'il faisait une agréable promenade matinale, commentant les fleurs qui commençaient à éclore dans le jardin de Madame Morrison et signalant un rouge-gorge qui construisait un nid dans le vieux chêne. « C'est charmant, Timothy », dit Dorothy alors qu'ils approchaient de l'abri de jardin, caché derrière un enchevêtrement de rosiers grimpants et d'arbustes envahissants. « À qui est ce jardin ?»« Il appartient à une amie, » dit Timothy, ce qui était assez proche de la vérité. Elle a dit que nous pouvions utiliser son emplacement de camping spécial pendant qu'elle rend visite à sa famille. L'abri de jardin était exactement tel que Timothy s'en souvenait des quelques fois où il l'avait aperçu à travers la, vieux et usé par les intempéries, avec une peinture verte écaillée et des fenêtres si sales qu'elles étaient presque opaques. La porte coinça lorsque Timothy essaya de l'ouvrir, gonflé par des années d'humidité et de négligence, mais une poussée ferme la força finalement à s'ouvrir avec un grincement de gonds protestataires. À l'intérieur, l'abri était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur, bien qu'une grande partie de l'espace soit occupée par du matériel de jardinage et des fournitures oubliées. Une vieille tondeuse à gazon se trouvait dans un coin, sa peinture rouge vif délavée à la couleur de la rouille séchée. Des étagères le long des murs contenaient des pots en argile, des sacs de vieil engrais et les débris accumulés de décennies de jardinage.
L'air sentait l'huile de moteur, l'herbe séchée et l'humidité moisie d'un endroit qui avait été fermé trop longtemps. Mais c'était sec, c'était caché, et c'était à eux aussi longtemps qu'ils en auraient besoin. Timothy s'empressa de rendre l'espace aussi confortable que possible. Il déplaça une partie du plus gros matériel pour créer une zone dégagée près du mur du fond, puis étendit les serviettes qu'il avait apportées sur le sol en bois pour créer un lit de fortune. Le sac d'épicerie avec leur nourriture et leurs provisions fut placé sur une étagère à portée de main, et il positionna les médicaments de Dorothy là où il pourrait les trouver même dans le noir. « C'est plutôt douillet », dit Dorothy, s'installant sur le lit improvisé avec l'adaptabilité qui était l'une de ses qualités les plus attachantes. « Ça me rappelle la cabane que mes frères avaient construite pour moi quand j'étais petite. On y organisait des goûters avec mes poupées. » Timothy ressentit une vague d'affection pour la capacité de sa grand-mère à trouver de la joie et des souvenirs positifs même dans les circonstances les plus étranges. Sa maladie lui avait peut-être volé beaucoup de choses, mais elle n'avait pas touché à sa douceur fondamentale ni à sa capacité de contentement dans les plaisirs simples. « Es-tu à l'aise, grand-mère » demanda Timothy, arrangeant l'une des serviettes comme un oreiller derrière son dos. « As-tu besoin de quelque chose ?»« Je vais bien, mon chéri », l'assura Dorothy, bien que Timothy pût voir que la marche et l'excitation l'avaient fatiguée plus qu'elle ne voulait l'admettre. « C'est la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis longtemps. » Timothy donna à Dorothy ses médicaments du matin, mesurant soigneusement chaque dose et veillant à ce qu'elle avale chaque pilule. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle buvait l'eau qu'il lui offrait, et il remarqua que sa respiration était toujours plus rapide que la normale. Les médicaments manquants des derniers jours avaient des conséquences, mais Timothy espérait qu'un dosage constant pendant les prochains jours pourrait aider à stabiliser son état jusqu'à ce qu'il puisse obtenir une aide médicale appropriée. La première journée dans l'abri se passa avec une douceur surprenante. Dorothy semblait apprécier la nouveauté de leur voyage de camping, demandant à Timothy de lui raconter des histoires sur les aventures qu'ils auraient et les endroits qu'ils exploreraient. Timothy se retrouva à inventer des contes élaborés sur des chasses au trésor et des jardins secrets, puisant dans les contes de fées et les histoires d'aventure que Dorothy lui avait lues pendant ses après-midi dorés à la bibliothèque. Quand Dorothy était fatiguée, elle faisait la sieste sur le lit de serviettes pendant que Timothy montait la garde près de la petite fenêtre, guettant tout signe que leur cachette avait été découverte. Il pouvait voir un coin de la maison de son père à travers la vitre sale, et chaque fois qu'une voiture passait dans la rue ou qu'un voisin se déplaçait dans son jardin, Timothy sentait son rythme cardiaque s'accélérer d'anxiété. Vers midi, Timothy entendit des voix provenant de la direction de sa maison, les cris de colère de Robert et ce qui ressemblait à d'autres hommes parlant sur des tons urgents et concernés. Le sang de Timothy se glaça alors qu'il réalisait que son père devait être rentré du travail plus tôt et avait découvert l'absence de Dorothy. Les voix continuèrent pendant ce qui sembla être des heures, se rapprochant parfois de l'abri avant de s'éloigner à nouveau. « Timothy ?» La voix de Dorothy était faible et confuse alors qu'elle se réveillait de sa sieste. « C'est quoi ce bruit ? On dirait que des gens se disputent. »« Ce n'est rien d'important, grand-mère. » dit doucement Timothy, s'éloignant de la fenêtre pour s'asseoir à côté d'elle. Juste des voisins qui ont un désaccord. Ça va bientôt se calmer. Dorothy accepta son explication sans poser de questions, mais Timothy pouvait voir que les cris l'avaient rendue anxieuse. Ses mains tremblaient plus que d'habitude, et elle continuait de regarder vers la porte de l'abri comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un entre en trombe à tout moment. Pour la distraire, Timothy ouvrit le livre de poésie qu'elle avait apporté et commença à lire à voix haute, de la même voix apaisante qu'elle avait autrefois utilisée pour calmer les enfants effrayés à la bibliothèque. Les rythmes familiers des vers semblaient détendre Dorothy, et progressivement, sa respiration devint plus lente et plus régulière. Alors que l'après-midi avançait, les voix de la maison s'estompèrent, remplacées par un silence de mauvais augure qui était en quelque sorte plus effrayant que l'agitation précédente. Timothy savait que Robert les chercherait, appelant probablement la police pour signaler Dorothy comme personne disparue. Mais Timothy savait aussi qu'il faudrait du temps pour organiser une recherche, et d'ici là, il espérait avoir trouvé un moyen d'obtenir de l'aide de quelqu'un qui écouterait son histoire et protégerait Dorothy des plans mortels de son père. Le soir apporta de nouveaux défis. La glycémie de Dorothy, perturbée par le stress et l'horaire alimentaire irrégulier que leur cachette imposait, commença à fluctuer plus considérablement que d'habitude. Elle se plaignit de vertiges et de nausées, et Timothy observa avec une inquiétude croissante sa peau prendre une pâleur grisâtre qu'il avait appris à associer à de graves problèmes médicaux. Timothy fit à Dorothy son injection d'insuline du soir avec des mains qui tremblaient à la fois de peur et de l'énorme responsabilité qu'il portait.
L'injection elle-même se déroula sans accroc, il l'avait faite des centaines de fois auparavant. Mais le flacon d'insuline était maintenant plus qu'à moitié vide, et Timothy ne pouvait s'empêcher de calculer combien de doses restaient avant que le médicament vital de Dorothy ne soit complètement épuisé. Timothy, dit doucement Dorothy alors qu'il l'aidait à s'installer pour la nuit, je crois que je tombe malade. J'ai mal au ventre et tout semble confus et lointain. La panique monta dans la gorge de Timothy comme de la bile. Les symptômes de Dorothy pouvaient indiquer un certain nombre de complications graves liées à son diabète ou au stress de leur situation. Sans équipement médical approprié ni la capacité d'appeler à l'aide, Timothy était impuissant à faire autre chose que de surveiller son état et d'espérer que le matin apporterait une sorte de solution. « Essaie de te reposer, grand-mère, » dit Timothy, la couvrant avec la serviette la plus propre et se positionnant là où il pourrait surveiller sa respiration tout au long de la nuit. « Je vais rester juste ici avec toi. »« Tu es un si bon garçon, » murmura Dorothy, sa voix déjà épaisse d'épuisement. « Mon petit ange gardien. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Timothy passa la nuit dans un état de terreur vigilante, vérifiant le pouls de Dorothy toutes les quelques minutes et écoutant le rythme de sa respiration pour tout signe que son état se détériorait. Chaque son de l'extérieur, une voiture passant dans la rue, un chien aboyant au loin, le vent bruissant dans les buissons envahissants autour de l'abri, le faisaient se figer de peur qu'ils aient été découverts. Le jeudi matin apporta le son de la pluie contre le toit métallique de l'abri, un martèlement régulier qui s'intensifia au fil des heures. Timothy se souvint des avertissements météorologiques concernant le système orageux qui approchait, et son cœur se serra en réalisant que leur abri de fortune n'était pas conçu pour résister à des intempéries sérieuses. Déjà, il pouvait voir de l'eau commencer à s'infiltrer par des fissures dans le toit et autour des bords de la porte. Dorothy se réveilla confuse et effrayée, demandant à plusieurs reprises où elle était et pourquoi tout était humide et froid. Son état s'était clairement aggravé pendant la nuit. Sa respiration était plus laborieuse, ses mains tremblaient constamment, et elle semblait incapable de se concentrer sur les explications de Timothy concernant leur aventure de camping. « Je veux rentrer à la maison, » dit Dorothy, sa voix portant le ton plaintif d'un enfant perdu. « Je n'aime pas être ici. Il fait froid et humide, et je ne me sens pas bien. » Le cœur de Timothy se brisa en réalisant que leur cachette devenait plus dangereuse que la maison qu'ils avaient fui. Dorothy avait besoin de soins médicaux, de chaleur, de soins appropriés et de médicaments que Timothy ne pouvait pas fournir. Mais rentrer à la maison signifiait la livrer directement entre les mains de Robert, où la solution permanente attendait de lui prendre la vie. Alors que la pluie s'intensifiait et que l'eau commençait à former des flaques sur le sol de l'abri autour de leurs provisions, Timothy se retrouva face à un choix impossible, rester dans l'abri et regarder l'état de Dorothy se détériorer jusqu'à devenir mortel, ou quitter leur cachette et tout risquer dans l'espoir qu'ils puissent obtenir de l'aide avant que Robert n'ait la chance de mettre son plan meurtrier à exécution. La décision fut prise pour lui lorsque Dorothy attrapa soudainement son bras avec une force surprenante, ses yeux grands ouverts de confusion et de peur. « Timothy » murmura-t-elle avec urgence, « quelque chose ne va pas. Je n'arrive pas à penser clairement et mon cœur bat trop vite. Je crois que j'ai besoin d'aide. » Timothy regarda dans les yeux effrayés de sa grand-mère et réalisa que son plan désespéré avait atteint ses limites. Dorothy avait besoin de soins médicaux immédiats, et Timothy n'était plus capable de fournir les soins dont elle avait besoin. L'abri qui avait semblé être un salut la veille devenait un piège qui pouvait coûter la vie à Dorothy. Mais alors que Timothy aidait Dorothy à se lever et se préparait à quitter leur cachette, le son de voix à l'extérieur le figea de terreur. Quelqu'un approchait de l'abri, appelant d'un ton autoritaire que Timothy reconnut comme appartenant à des adultes qui cherchaient quelque chose ou quelqu'un. « Dorothy ? Dorothy Patterson ? Êtes-vous là ?» Le sang de Timothy se glaça alors qu'il réalisait qu'ils avaient été trouvés. Mais la voix qui appelait le nom de Dorothy n'était pas celle de son père. Elle était plus aiguë, plus féminine, et portait une note de préoccupation sincère plutôt que la colère froide que Timothy avait attendue. À travers la fenêtre sale de l'abri, Timothy aperçut une silhouette s'approchant sous la pluie, se déplaçant avec les pas prudents de quelqu'un qui navigue sur un terrain inconnu par mauvais temps. C'était une femme, d'âge moyen, portant un imperméable vif, et elle se dirigeait directement vers leur cachette. Timothy retint son souffle et serra Dorothy plus près, tous deux pressés contre le mur du fond de l'abri alors que les pas devenaient plus forts et plus délibérés. Dans quelques instants, leur pari désespéré serait terminé, et Timothy n'avait aucune idée si la personne qui approchait serait leur salut ou leur perte. La poignée de la porte de l'abri cliqueta, et Timothy entendit à nouveau la voix, plus proche maintenant et teintée d'urgence. « Bonjour ?
Y a-t-il quelqu'un là-dedans? J'entends du mouvement. Dorothy regarda Timothy avec des yeux confus et effrayés, et Timothy réalisa que le moment de la découverte était arrivé. Leur cachette était terminée, leur secret sur le point d'être révélé, et tout ce qui se passerait ensuite déterminerait si Dorothy vivrait ou mourrait. Alors que la porte de l'abri commençait à s'entr'ouvrir en grinçant, Timothy fit une prière silencieuse à tous les anges gardiens qui pourraient veiller sur eux, espérant désespérément que la personne qui les trouverait serait quelqu'un qui pourrait voir la vérité derrière leur fuite désespérée et les aider à trouver la sécurité qui semblait s'éloigner de plus en plus à chaque instant qui passait. La porte de l'abri s'ouvrit en grinçant et Timothy se retrouva face au visage surpris de Madame Helen Morrison. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux argentés collés à sa tête par la pluie battante et son imperméable jaune vif goûtant de l'eau sur le sol déjà humide de la cabane. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea, tous deux figés par le choc d'une rencontre à laquelle aucun ne s'attendait. Madame Morrison était revenue de Cleveland 3 jours plus tôt que prévu. Le rétablissement de sa sœur avait progressé plus rapidement qu'anticipé, et l'approche du mauvais temps l'avait rendue anxieuse à l'idée de laisser sa propre propriété non sécurisée. Elle avait passé la matinée à sécuriser les meubles de patio et à vérifier sa maison pour d'éventuels dégâts causés par la tempête lorsqu'elle avait remarqué que son abri de jardin semblait avoir été dérangé. La porte, qu'elle se souvenait distinctement avoir fermée hermétiquement avant son départ, était légèrement entr'ouverte, et il y avait des empreintes de pas dans le sol boueux menant à et depuis l'entrée. Initialement, elle avait supposé que c'étaient des enfants du quartier utilisant l'abri comme fort ou cachette, une occurrence assez commune qu'elle tolérait généralement avec bonne humeur. Mais quelque chose dans la disposition délibérée des traces et le fait qu'elle semblait inclure le pas traînant de quelqu'un d'âgé ou d'infirme l'avait décidé à enquêter plus attentivement. Timothy? La voix de Madame Morrison portait un mélange de soulagement et de stupéfaction alors qu'elle contemplait la scène devant elle. Timothy Patterson, que diable fais-tu dans mon abri de jardin? Timothy sentit son monde soigneusement construit s'effondrer autour de lui comme un château de cartes dans un ouragan. Toute sa planification, tout son espoir désespéré qu'il puisse rester caché jusqu'à l'arrivée de l'aide, s'écroula face à cette découverte inattendue. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans un son, son jeune esprit incapable de formuler une explication qui aurait un sens pour un adulte qui ne pouvait possiblement pas comprendre la situation de vie ou de mort qui l'avait poussé à de telles mesures désespérées. Derrière lui, Dorothy s'agita dans son demi-sommeil agité, sa confusion aggravée par l'intrusion soudaine de lumière et le son de voix inconnues. Les 2 derniers jours dans l'abri avaient eu un effet terrible sur sa santé déjà fragile. Sa peau avait pris une pâleur grisâtre qui témoignait de graves problèmes systémiques, et sa respiration était devenue de plus en plus laborieuse alors que son diabète non traité et le stress de leur situation se combinaient pour créer une urgence médicale que Timothy était impuissant à gérer. « Timothy !» appela faiblement Dorothy, sa voix tremblante de peur et de désorientation. « Timothy, qui est-ce? Où sommes-nous? Je suis si confuse et je me sens si mal. » Les yeux de Madame Morrison passèrent de Timothy à la frêle silhouette blottie sur le lit de fortune fait de serviettes, et Timothy vit son expression passer de la confusion à l'alarme alors qu'elle prenait toute la mesure de ce dont elle était témoin. En tant qu'infirmière diplômée à la retraite avec 35 ans d'expérience en milieu hospitalier et à domicile, elle pouvait immédiatement reconnaître les signes d'une crise médicale. Dorothy avait l'air terriblement mal, sa peau avait une pâleur grisâtre qui indiquait une maladie grave, sa respiration était rapide et superficielle, et même à distance, il était clair qu'elle était en détresse médicale importante. « Mon Dieu !» murmura Madame Morrison, entrant complètement dans l'abri et fermant la porte derrière elle pour se protéger de la pluie battante. La tempête à l'extérieur s'était considérablement intensifiée au cours de la dernière heure, avec le tonnerre roulant dans le ciel comme des tirs d'artillerie et des éclairs illuminant l'après-midi sombre en brefs flashs saisissants. « Dorothy? Dorothy Patterson, c'est bien toi? » « Je connais cette voix, » dit Dorothy avec une clarté soudaine, luttant pour se redresser sur son lit improvisé. L'effort lui coûtait visiblement, et Timothy pouvait voir ses mains trembler alors qu'elle essayait de se concentrer sur la silhouette debout près de la porte. « Helen? Helen Morrison, que fais-tu ici? Est-ce que je rêve? » Madame Morrison se déplaça rapidement aux côtés de Dorothy, ses instincts d'infirmière prenant le dessus alors qu'elle s'agenouillait à côté de la femme plus âgée et posait une main douce sur son front. Le contact était professionnel et exercé, le genre d'évaluation qui pouvait fournir des informations cruciales sur l'état d'un patient en quelques secondes.
Timothy regarda, fasciné et terrifié, la formation professionnelle de Madame Morrison s'affirmer, vérifiant le pouls de Dorothy à son poignet, observant le rythme et la profondeur de sa respiration, notant les signes révélateurs d'une urgence médicale que Timothy avait reconnue mais était impuissant à traiter. « Dorothy, ma chérie, tu brûles de fièvre », dit doucement Madame Morrison, sa voix portant le genre d'autorité calme qui venait de décennies de gestion de crise médicale. « Ton pouls s'emballe, et tu présentes les signes classiques de déshydratation et de complications diabétiques. Depuis combien de temps es-tu ici ? » Timothy pouvait voir l'évaluation professionnelle se dérouler en temps réel alors que les yeux expérimentés de Madame Morrison cataloguaient les symptômes de Dorothy, la bouche sèche et la soif excessive qui indiquaient une déshydratation, la respiration rapide et superficielle qui suggérait que son corps luttait pour maintenir une bonne chimie sanguine, la confusion et la désorientation qui parlaient de niveau de sucre dans le sang dangereusement instable. « On fait du camping », dit Dorothy avec la logique confuse de quelqu'un dont la maladie rendait difficile la distinction entre la réalité et les histoires qu'on lui avait racontées. Timothy a dit que c'était une aventure, comme quand j'étais petite et que ma famille allait au lac. Mais je ne me sens pas très bien, Hélène. Je crois que je dois rentrer à la maison maintenant. Madame Morrison se tourna pour regarder Timothy, et il vit quelque chose dans ses yeux qui lui glaça le sang. Ce n'était pas de la colère, exactement, mais c'était le genre d'évaluation professionnelle pointue qui ne manquait rien et ne tolérait aucune tromperie. Elle avait vu clair dans sa fabrication désespérée en un instant, et maintenant elle voulait des réponses. Son expression portait le poids de quelqu'un qui avait passé des décennies à soigner des patients vulnérables et avait développé un instinct pour reconnaître quand quelque chose n'allait vraiment pas. « Timothy, » dit Madame Morrison, sa voix douce mais sans équivoque sérieuse, « j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui se passe ici. Pourquoi ta grand-mère est-elle dans mon abri de jardin au milieu d'un orage? Pourquoi n'est-elle pas à la maison où elle devrait être, recevant des soins médicaux appropriés ?» Timothy sentit les larmes commencer à couler sur son visage alors que le poids de tout ce qu'il avait porté seul pendant des jours devenait finalement trop lourd à supporter. Le soulagement d'avoir un adulte, quelqu'un qui pourrait réellement l'aider, quelqu'un qui comprenait les urgences médicales et avait l'autorité d'agir, était écrasant. Mais il était mêlé à la terreur de dire la mauvaise chose et d'aggraver la situation. « J'ai dû la cacher », murmura Timothy, sa voix se brisant sous l'effort de retenir ses sanglots. « Je devais la garder en sécurité. Il n'y avait nulle part où aller. »« En sécurité de quoi ?» demanda Madame Morrison, bien que Timothy pût voir dans ses yeux qu'elle commençait déjà à soupçonner la réponse. Son expérience d'infirmière comprenait des cas de maltraitance de personnes âgées, et elle reconnaissait les signes d'une situation qui allait au-delà de la simple négligence médicale. « De mon père, » dit Timothy, les mots sortant en un flot d'honnêteté désespérée. « Il va la tuer. Il a dit qu'il avait trouvé une solution permanente au problème, et il a jeté ses médicaments pour qu'elle meure, et il pense que personne ne saura que ce n'était pas naturel parce qu'elle est déjà malade. » Les mots flottaient dans l'air entre eux, comme une accusation trop terrible pour être crue. Le visage de Madame Morrison pâlit sous ses cheveux humides, et Timothy vit ses mains se serrer en poing alors que les pleines implications de ce qu'il disait s'imposaient. Au cours de ces décennies d'exercice, elle avait soupçonné des cas de maltraitance de personnes âgées, mais jamais elle n'avait rencontré un appel à l'aide aussi direct et désespéré de la part d'un enfant essayant de sauver la vie de sa grand-mère. « Timothy, » dit Madame Morrison avec précaution, sa voix prenant le ton qu'elle utilisait autrefois pour calmer les patients effrayés aux urgences, « ce sont des accusations très graves. Es-tu absolument certain de ce que tu as entendu ? » « Je l'ai entendu au téléphone, » dit Timothy, s'essuyant le nez sur sa manche et essayant de contrôler les sanglots qui menaçaient de le submerger. Il a dit, « Certaines personnes ne se réveillent tout simplement pas quand elles sont aussi malades. » Il a dit, « Les accidents arrivent tout le temps avec des gens comme grand-mère et personne ne pose trop de questions quand ils étaient de toute façon déjà mourants. » Mais elle n'est pas mourante. Elle pourrait vivre des années si elle reçoit ses médicaments. La voix de Timothy s'éleva avec une conviction désespérée alors qu'il continuait, les mots sortant de lui comme de l'eau à travers une digue rompue. Il lui a retiré ses médicaments petit à petit, faisant croire qu'on était juste à court plus tôt. Il jette son insuline et remplace ses pilules par des fausses. J'ai essayé de faire durer ce qui restait, mais il n'y a presque plus rien et elle est de plus en plus malade chaque jour. Madame Morrison regarda de Timothy à Dorothy, qui écoutait cette conversation avec l'expression distante de quelqu'un qui comprenait que quelque chose d'important se passait mais ne pouvait pas tout à fait en saisir les détails. Sa formation d'infirmière lui permit de voir ce que Timothy, dans son désespoir, avait pu manquer ou mal comprendre.
Dorothy n'était pas seulement malade d'avoir été dans l'abri froid et humide, elle montrait des signes de complications médicales graves qui suggéraient que son traitement avait été inadéquat ou délibérément interrompu pendant une période prolongée. Timothy, dit doucement Madame Morrison, as-tu des médicaments de ta grand-mère avec toi? Timothy hocha la tête avec empressement, soulagé qu'elle pose des questions auxquelles il pouvait répondre plutôt que de rejeter son histoire comme la fantaisie d'un enfant surmené. Il tendit la main vers le sac en plastique où il avait soigneusement rangé les pilules restantes de Dorothy et la précieuse insuline qui la maintenait en vie. Ses mains tremblaient en le lui tendant, et Madame Morrison put voir la manière soignée dont il avait tout organisé, l'écriture enfantine sur les étiquettes qui montrait ses tentatives désespérées de gérer un régime médical complexe. « J'ai apporté tout ce que j'ai pu trouver, » dit Timothy, tendant le sac à Madame Morrison avec des mains tremblantes. Mais il n'en reste pas beaucoup, et j'ai essayé de le faire durer le plus longtemps possible. Je lui ai donné de plus petites doses parce que j'avais peur qu'elle s'épuise complètement, mais je pense que ça la rend plus malade. Madame Morrison ouvrit le sac et commença à examiner les flacons de médicaments avec la minutie systématique de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle cherchait. Ses 35 années d'expérience en soins infirmiers lui avaient appris à lire les étiquettes de médicaments comme un détective lit des indices, comprenant non seulement quels médicaments étaient prescrits, mais aussi ce que leur quantité et leur date pouvaient révéler sur les soins d'un patient. « Ce flacon d'insuline a été rempli il y a 8 jours, dit Madame Morrison, tenant le flacon presque vide à la faible lumière filtrant à travers la fenêtre sale. Selon l'étiquette de la prescription, il devrait en contenir assez pour un mois d'injection biquotidienne. Il en reste peut-être pour 2 jours, voire moins. » Timothy regarda son visage changer alors qu'elle examinait chaque flacon, son expression devenant de plus en plus grave à mesure que le schéma d'interférence délibéré devenait indéniable. « Je lui ai donné exactement ce que l'étiquette dit Timothy désespérément. Je l'ai mesuré soigneusement à chaque fois, comme le docteur Harrison me l'a montré. J'ai les instructions écrites et je les ai suivies à la lettre. Je ne comprends pas pourquoi tout est presque fini. » Madame Morrison poursuivit son examen des médicaments, sa formation professionnelle lui permettant de calculer exactement la quantité de médicaments qui devrait rester en fonction des dates de prescription et des schémas posologiques. Le médicament pour la tension artérielle qui aurait dû durer 3 mois était presque vide après 6 semaines. La metformine pour le diabète de Dorothy n'avait plus qu'une poignée de pilules, bien qu'elle ait été renouvelée récemment. Même le donépésil pour ses problèmes de mémoire, qui aurait dû être un approvisionnement pour 90 jours, n'avait plus que quelques comprimés. « Timothy, » dit Madame Morrison tranquillement, sa voix tendue de colère contenue, « quelqu'un a délibérément retiré les médicaments de ta grand-mère de ses flacons. Ce n'est pas un cas d'épuisement précoce dû à une utilisation naturelle ou même à un surdosage accidentel. C'est une interférence systématique avec le traitement prescrit d'un patient. » La terminologie clinique rendit Timothy malade, avec un mélange de justification et de terreur. Justification, car un adulte avec une formation médicale confirmait ce que Timothy avait soupçonné. Et terreur, car cette confirmation signifiait que Dorothy était réellement dans le genre de danger mortel que Timothy avait craint. Sa fuite désespérée n'avait pas été le fantasme d'un enfant trop dramatique, c'était une tentative légitime de sauver la vie de sa grand-mère. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Timothy, bien qu'il sût déjà que la réponse serait terrible. « Cela signifie, » dit Madame Morrison, sa voix tendue de colère contenue et d'indignation professionnelle, que quelqu'un a délibérément saboté les soins médicaux de ta grand-mère. Quelqu'un qui avait un accès régulier à ces médicaments et en savait assez sur ces conditions pour comprendre que leur rétention provoquerait des complications graves, potentiellement mortelles. Elle leva à nouveau le flacon d'insuline, ses mains fermes malgré la fureur que Timothy pouvait voir monter dans ses yeux. L'insuline n'est pas un médicament que l'on peut réduire progressivement ou substituer sans conséquences immédiates. Un diabétique qui ne reçoit pas l'insuline appropriée entrera en acidocétose en quelques jours, et cette condition peut être fatale sans intervention médicale d'urgence. Dorothy, qui avait écouté cette conversation avec une agitation croissante, tendit soudain la main et attrapa celle de Timothy avec une force surprenante. « Timothy, » dit-elle, sa voix portant une clarté qui semblait percer sa confusion habituelle comme un rayon de soleil à travers les nuages d'orage, « je me suis sentie si malade dernièrement. Tout me fait mal, je ne peux pas penser clairement et j'ai des rêves où je meurs. Sommes-nous vraiment en danger ?» La question brisa le cœur de Timothy, car elle était prononcée avec la compréhension lucide de quelqu'un qui avait réussi, malgré sa maladie et sa confusion, à saisir la vérité essentielle de leur situation. Dorothy ne comprenait peut-être pas tous les détails de ce que son fils avait planifié,
mais elle savait que quelque chose n'allait vraiment pas et que sa vie était en jeu. « Oui, grand-mère », murmura Timothy, lui serrant la main alors que les larmes coulaient sur son visage. « Nous sommes en danger. Mais Madame Morrison va nous aider maintenant. Elle va s'assurer que tu es en sécurité. » Madame Morrison prenait déjà son téléphone portable, ses mouvements rapides et décisifs, comme quelqu'un qui a fait une évaluation professionnelle et sait exactement ce qu'il faut faire. L'urgence de l'état de santé de Dorothy, combinée aux preuves claires d'abus systématiques, ne laissait aucune place au doute sur la marche à suivre. « J'appelle le 911, dit-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un avec qui on ne discute pas. Dorothy a besoin de soins médicaux immédiats pour ce qui semble être une acidocétose diabétique, et cette situation doit être signalée aux autorités compétentes immédiatement. »« Attendez, » dit Timothy, la panique s'emparant de sa poitrine alors qu'il imaginait des voitures de police et des ambulances attirant l'attention sur leur cachette. « Et si mon père le découvre? Et s'il ne nous croit pas? Et s'il m'emmène et laisse grand-mère seule avec lui ?» La peur dans la voix de Timothy était déchirante, et Madame Morrison pouvait voir le terrible fardeau que cet enfant avait porté. Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur, son visage buriné gentil mais absolument résolu. « Timothy, écoute-moi très attentivement. Tu as 10 ans et tu as porté un fardeau qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à porter. Tu as fait quelque chose d'incroyablement courageux en protégeant ta grand-mère, mais il est maintenant temps de laisser les adultes gérer cette situation. » Elle désigna les flacons de médicaments éparpillés sur le sol de l'abri autour du lit de fortune de Dorothy. Ces flacons sont la preuve d'une négligence médicale systématique, peut-être d'une tentative de meurtre. Le schéma d'interférence est clair et documenté. Aucun policier ou travailleur social n'ignorera ce genre de preuve, surtout lorsqu'elle est étayée par l'état de santé actuel de ta grand-mère et le témoignage d'une infirmière diplômée. « Vous êtes infirmière ?» demanda Timothy, une étincelle d'espoir s'allumant dans sa poitrine pour la première fois depuis des jours. « J'ai été infirmière diplômée pendant 35 ans avant de prendre ma retraite il y a 5 ans, dit Madame Morrison avec un léger sourire qui portait à la fois fierté et détermination. J'ai travaillé en médecine d'urgence, en cardiologie et en gériatrie. Je reconnais la maltraitance médicale quand je la vois, et je sais comment la documenter d'une manière qui sera prise au sérieux par les autorités. » Comme pour souligner l'urgence de la situation, Dorothy halta soudain et se plia en deux, se tenant le ventre alors qu'une vague de nausées la submergeait. Madame Morrison fut immédiatement à ses côtés, la soutenant et vérifiant son pouls avec la rapide efficacité de quelqu'un qui a géré d'innombrables urgences médicales. « Son pouls est rapide et filant, » dit Madame Morrison, plus pour elle-même que pour Timothy, sa formation professionnelle prenant complètement le dessus. Elle présente les signes classiques de l'acidocétose diabétique. Nausées, respiration rapide, confusion, déshydratation. C'est une condition potentiellement mortelle qui nécessite une intervention médicale d'urgence immédiate. Sans plus d'hésitation, Madame Morrison composa le 911 sur son téléphone portable, parlant avec le ton calme et professionnel de quelqu'un qui sait exactement comment communiquer des informations essentielles rapidement et clairement aux intervenants d'urgence. Ici Helen Morrison, infirmière à la retraite, au 124 Maple Street à Millbrook, dit-elle dans le téléphone. J'ai une urgence médicale concernant une femme âgée diabétique qui semble être en acidocétose diabétique. Je dois également signaler une suspicion de maltraitance de personnes âgées et de négligence médicale. La patiente est Dorothy Patterson, 73 ans, et elle a besoin d'un transport immédiat à l'hôpital. Timothy écouta, fasciné et terrifié, Madame Morrison fournir au répartiteur d'urgence des détails précis sur l'état de Dorothy, les médicaments qu'elle prenait et les circonstances dans lesquelles elle avait été trouvée. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune incertitude quant à la gravité de la situation ou à la nécessité d'une intervention immédiate. C'était une professionnelle qui comprenait exactement ce qui se passait et comment obtenir de l'aide. Oui, la patiente semble avoir été délibérément privée de médicaments essentiels sur une période prolongée, continua Madame Morrison, ses yeux rencontrant ceux de Timothy pendant qu'elle parlait. J'ai des preuves physiques d'interférence systématique avec les traitements prescrits, y compris des flacons de médicaments presque vides qui devraient contenir des semaines ou des mois de médicaments restants. J'ai des raisons de croire que cela a été fait intentionnellement par un membre de la famille ayant un accès régulier aux médicaments. Le répartiteur posa des questions supplémentaires, et Madame Morrison répondit avec la précision de quelqu'un habitué à fournir des informations médicales sous pression. Elle décrivit les symptômes actuels de Dorothy, lista les médicaments qui avaient été altérés et rapporta le récit de Timothy sur les plans de son père. Tout au long de la conversation,
elle maintint le détachement professionnel nécessaire pour transmettre la gravité de la situation sans interférence émotionnelle. Alors que Madame Morrison poursuivait sa conversation avec le répartiteur d'urgence, Timothy sentit un mélange complexe d'émotions l'envahir, soulagement qu'enfin, un adulte prenne ses craintes au sérieux et agisse pour protéger Dorothy, terreur à l'idée de ce qui se passerait lorsque son père découvrirait que leur secret était révélé et que les autorités étaient impliquées. Et, sous tout cela, un sentiment croissant d'espoir que peut-être, contre toute attente, Dorothy survivrait à ce cauchemar. Dorothy elle-même semblait s'évanouir et reprendre conscience par intermittence, sa respiration devenant plus laborieuse alors que la crise médicale qui se préparait depuis des jours atteignait finalement son paroxysme. Timothy s'agenouilla à côté d'elle, lui tenant la main et lui murmurant des mots de réconfort pendant que Madame Morrison terminait son appel et commençait à se préparer à l'arrivée de l'ambulance. « Les ambulanciers seront là dans moins de 10 minutes, dit Madame Morrison, fermant son téléphone et tournant toute son attention vers Dorothy et Timothy. Timothy, je veux que tu saches que ce que tu as fait, protéger ta grand-mère, l'amener quelque part en sécurité, t'assurer qu'elle continue de recevoir au moins certains de ses médicaments ou lui a probablement sauvé la vie. Mais elle est si malade, dit Timothy, regardant le visage pâle de Dorothy avec une peur croissante alors que sa respiration devenait de plus en plus superficielle. Et si c'est trop tard? Et si elle meurt quand même parce que j'ai attendu trop longtemps pour obtenir de l'aide? Elle ne va pas mourir, dit Madame Morrison avec le genre d'autorité confiante qui fit que Timothy la crut réellement. Elle va recevoir les soins médicaux dont elle a besoin et elle va se remettre de ça. Son corps est fort et elle lutte contre cette condition depuis des jours. Avec un traitement approprié, l'acidocétose diabétique est très traitable, surtout lorsqu'elle est détectée avant de progresser vers le coma. Le son des sirènes au loin fit battre le cœur de Timothy avec un mélange d'anticipation et d'effroi. L'aide arrivait, mais avec elle viendraient les questions, les enquêtes et le bouleversement complet de la seule vie que Timothy avait jamais connue. Tout était sur le point de changer, et Timothy n'avait aucune idée si ce changement serait finalement pour le meilleur ou pour le pire. « Madame Morrison », dit doucement Timothy, sa voix à peine audible par-dessus les sirènes qui approchaient et le grondement continu du tonnerre de la tempête. « Qu'est-ce qui va m'arriver? Quand ils découvriront ce que mon père faisait, où irai-je » Madame Morrison le regarda avec une telle tendresse que Timothy sentit de nouvelles larmes lui monter aux yeux. Voici un adulte qui le voyait, non pas comme un problème à résoudre ou un fardeau à gérer, mais comme un enfant courageux qui avait fait quelque chose d'extraordinaire dans des circonstances impossibles. « Je ne sais pas exactement ce qui se passera, Timothy, dit-elle honnêtement, refusant de faire des promesses qu'elle ne pourrait pas tenir. Mais je peux te promettre ceci, tu seras en sécurité, et tu seras avec des gens qui comprennent à quel point tu es spécial et courageux. Le système de protection de l'enfance n'est pas parfait, mais il n'abandonne pas les enfants qui montrent le genre de courage que tu as montré. » Les sirènes se rapprochaient, et Timothy pouvait voir des lumières clignotantes commencer à se refléter sur les surfaces mouillées à l'extérieur de l'abri. Le moment de vérité était proche, et Timothy se sentait à la fois terrifié et soulagé que son pari désespéré touche enfin à sa fin. « Timothy, dit soudain Dorothy, sa voix faible mais étonnamment claire alors que le son des sirènes approchant semblait pénétrer sa conscience confuse. « Mon petit ange gardien? Tu m'as sauvé, n'est-ce pas ?» Timothy serra doucement sa main, son cœur se brisant d'amour, de peur et d'espoir, tout mélangé. « J'ai essayé, grand-mère. J'ai essayé de te garder en sécurité jusqu'à ce que quelqu'un puisse nous aider. »« Tu m'as gardé en sécurité, » murmura Dorothy, ses yeux se concentrant sur son visage avec une clarté qui semblait provenir d'une profonde réserve de force. « Tu m'as gardé en sécurité quand personne d'autre ne le voulait. Tu es mon courageux petit ange gardien, et je t'aime plus que toutes les étoiles dans le ciel. » Alors que les ambulanciers approchaient de l'abri et que Madame Morrison allait à leur rencontre, Timothy resta agenouillé à côté de Dorothy, lui tenant la main et s'émerveillant du fait qu'ils avaient réellement survécu à leur fuite désespérée de la mort. La tempête qui les avait chassés de leur cachette avait peut-être mis fin à leur secret, mais elle leur avait aussi apporté l'aide dont ils avaient si désespérément besoin. Les prochaines minutes allaient tout changer, mais pour la première fois depuis des jours, Timothy ressentit quelque chose qui avait presque été perdu dans le cauchemar de la semaine passée, l'espoir que Dorothy vivrait et que quelque part dans l'avenir incertain qui les attendait, ils pourraient tous deux trouver la sécurité et l'amour que chaque enfant et chaque grand-mère méritent. Les heures suivantes passèrent dans un flou de sirènes, de lumières clignotantes et d'interventions médicales urgentes qui semblèrent transformer le petit monde de Timothy en quelque chose d'un drame télévisé. Les ambulanciers qui répondirent à l'appel de Madame Morrison se déplacèrent avec une efficacité exercée,
leur calme professionnel contrastant vivement avec le chaos qui avait consumé la vie de Timothy la semaine précédente. Dorothy fut chargée sur une civière avec des mouvements doux mais décisifs, une perfusion installée dans son bras avant même qu'il n'ait quitté l'abri. Timothy regarda, fasciné et terrifié, les ambulanciers travailler, leurs mains fermes et sûrs alors qu'ils administraient les médicaments d'urgence qui commenceraient à inverser l'acidocétose diabétique qui menaçait la vie de sa grand-mère. Sa glycémie est supérieure à 400, rapporta l'un des ambulanciers à son partenaire, un chiffre qui ne signifiait rien pour Timothy mais qui était clairement significatif pour les professionnels de la santé désormais responsables des soins de Dorothy. Nous devons l'emmener aux urgences immédiatement. Timothy monta dans l'ambulance avec Dorothy, lui tenant la main pendant que les ambulanciers continuaient leur travail. Madame Morrison suivit dans sa propre voiture, transportant le sac de médicaments altérés qui servirait de preuve cruciale dans ce qui allait devenir une enquête criminelle. Pendant le trajet, Dorothy sombrait et reprenait conscience, mais dans ces moments de lucidité, elle serrait la main de Timothy et lui murmurait des mots d'amour et de gratitude qui lui brisaient et lui serraient le cœur. À l'hôpital, Timothy se retrouva dans l'étrange position d'être la seule personne capable de fournir l'historique médical complet et le calendrier de médication de Dorothy. Bien qu'il n'ait que 10 ans, il était devenu un expert des soins de sa grand-mère, et le personnel des urgences écoutait avec un étonnement croissant tandis qu'il récitait les dosages, les horaires et les symptômes avec la précision d'un professionnel de la santé formé. Le docteur Harrison arriva moins d'une heure après leur admission, son calme habituel ébranlé par les preuves de falsification systématique des médicaments que Madame Morrison lui présenta. Timothy regarda le médecin examiner les flacons de médicaments presque vides, son visage devenant de plus en plus grave alors qu'il calculait les implications de ce qui avait été fait à sa patiente. « C'est une tentative de meurtre », dit doucement le docteur Harrison au détective de police qui avait été appelé pour enquêter sur l'affaire. Le diabète et la maladie cardiaque de Dorothy Patterson nécessitent une gestion précise des médicaments. Le seul fait de lui retenir son insuline aurait pu la tuer en quelques jours, et les preuves suggèrent que cela dure depuis des semaines. La détective, une femme d'âge moyen nommée Sergent Martinez, avait une grande expérience des cas de maltraitance de personnes âgées, mais même elle semblait ébranlée par la nature délibérée du crime que les actions désespérées de Timothy avaient révélé. Elle interrogea Timothy avec une minutie douce, enregistrant son récit des conversations téléphoniques de son père, des médicaments manquants et de la terrifiante prise de conscience qui l'avait poussé à cacher Dorothy dans l'abri de Madame Morrison. « Tu as probablement sauvé la vie de ta grand-mère », dit le sergent Martinez à Timothy après avoir terminé son premier interrogatoire. Sans insuline appropriée, elle serait entrée dans un coma diabétique d'ici un jour ou deux. Le fait que tu aies reconnu le danger et agi pour la protéger montre un courage remarquable pour quelqu'un de ton âge. Pendant ce temps, d'autres officiers s'étaient rendus à la maison des Patterson pour arrêter Robert. Timothy apprit plus tard que son père avait été trouvé dans le salon, apparemment surpris par la rapidité avec laquelle l'enquête s'était déroulée. Une perquisition de la maison révéla des flacons de médicaments jetés dans la poubelle, ainsi que des fioles d'insuline qui avaient été vidées et remplies d'eau, des preuves qui corroboraient chaque aspect du récit de Timothy. L'arrestation de Robert fit la une des journaux locaux en quelques heures, l'histoire d'un garçon de 10 ans sauvant sa grand-mère des plans meurtriers de son propre père captivant l'attention de toute la communauté. Timothy se retrouva submergé par la publicité soudaine, mais aussi réconforté par le flot de soutien de voisins, d'enseignants et de parfaits inconnus qui avaient été émus par son histoire. Les procédures judiciaires qui suivirent furent complexes et émotionnellement éprouvantes. Robert Patterson fut inculpé de tentative de meurtre, de maltraitance de personnes âgées, de mise en danger d'enfants et de multiples chefs d'accusation de falsification de médicaments. Les preuves contre lui étaient accablantes, les flacons de médicaments jetés, le témoignage des professionnels de la santé, le récit détaillé de Timothy sur les plans de son père et l'état de santé de Dorothy brossaient un tableau clair d'abus délibérés et systématiques. Au cours de l'enquête, des détails troublants sur les motivations financières de Robert émergèrent. La police découvrit qu'il s'était récemment renseigné sur des polices d'assurance vie pour Dorothy, qu'il avait fait des recherches sur les symptômes du coma diabétique et qu'il avait même consulté un funérarium pour des services de préplanification. La préméditation était claire et glaçante, transformant ce qui aurait pu être considéré comme des soins négligents en un cas évident de tentative de meurtre pour un gain financier. Timothy passa les premières semaines après l'hospitalisation de Dorothy en famille d'accueil temporaire, une famille gentille mais inconnue qui fit de son mieux pour l'aider à surmonter le traumatisme de ce qu'il avait vécu. Mais la séparation de Dorothy, même s'il savait qu'elle recevait des soins médicaux appropriés,
était angoissante pour un enfant qui avait passé des années à être son principal soignant. Madame Morrison, cependant, avait d'autres plans. Ayant été témoin de la dévotion extraordinaire de Timothy pour sa grand-mère et de sa remarquable maturité en temps de crise, elle demanda au tribunal de devenir sa tutrice légale. Sa demande fut soutenue par des références de voisins, d'enseignants et de professionnels de la santé qui avaient observé la situation de Timothy au fil des ans. Ce garçon a plus de courage et de compassion dans son petit doigt que la plupart des adultes n'en ont dans tout leur corps, déclara Madame Morrison au juge du tribunal de la famille lors de l'audience de tutelle. Il a tout risqué pour sauver la vie de sa grand-mère, et il mérite d'être avec des gens qui reconnaissent et apprécient ce genre de caractère. Le juge, ému par le témoignage sur les actions de Timothy et impressionné par les qualifications de Madame Morrison en tant qu'infirmière à la retraite et membre de longue date de la communauté, approuva la demande de tutelle. 6 semaines après la nuit dans l'abri, Timothy emménagea dans la confortable maison de Madame Morrison, voisine de l'endroit où son cauchemar avait commencé. Le rétablissement de Dorothy fut plus lent mais constant. Les soins médicaux appropriés qu'elle reçut à l'hôpital inversèrent les dommages causés par des semaines de falsification de médicaments, et son diabète fut stabilisé avec une thérapie à l'insuline constante. Sa démence persistait, mais avec un traitement approprié pour ses conditions physiques, ses moments de clarté devinrent plus fréquents et plus longs. Après plusieurs semaines à l'hôpital, Dorothy fut transférée à Sunset Manor, un établissement de soins spécialisé qui fournissait une surveillance médicale 24h24 pour les patients atteints de conditions complexes comme la sienne. L'établissement n'avait rien à voir avec les sinistres maisons de retraite institutionnelles dont Robert l'avait menacé, il était chaleureux et accueillant, avec un personnel qui traitait chaque résident avec dignité et compassion. Timothy rendait visite à Dorothy tous les jours après l'école, souvent accompagné de Madame Morrison, qui était rapidement devenue non seulement sa tutrice mais aussi une véritable figure maternelle dans sa vie. Ces visites devinrent le clou de leur journée à tous les deux, des heures précieuses où Timothy pouvait lire à Dorothy, l'aider à s'occuper des fleurs dans le jardin de l'établissement, et simplement profiter de la compagnie qui les avait soutenus tous les deux à travers leurs moments les plus sombres. 6 mois après les événements qui avaient failli coûter la vie à Dorothy, Timothy était assis dans le jardin de Sunset Manor par un chaud après-midi de printemps, lisant à voix haute l'un des livres préférés de Dorothy tandis qu'elle travaillait sur un petit parterre de fleurs que le personnel lui avait permis de planter et d'entretenir. Les jonquilles qu'elle avait mentionnées lors de leur conversation dans l'abri étaient en effet revenues avec le printemps, leurs fleurs jaunes vives un symbole de survie et de renouveau qui semblait parfaitement approprié à leur situation. Timothy, dit soudain Dorothy, levant les yeux des plants de soucis qu'elle transplantait soigneusement. Te souviens-tu quand nous avons parlé des jonquilles, de la façon dont elles survivent à l'hiver et reviennent quand c'est sûr? Timothy leva les yeux de son livre, surpris et ravi de la clarté dans la voix de Dorothy. Ces moments de vive conscience étaient devenus plus courants à mesure que sa santé physique s'améliorait, mais il ne manquait jamais de le remplir de joie. Je me souviens, grand-mère, dit Timothy, mettant de côté son livre et se rapprochant de l'endroit où elle travaillait. Tu as dit que c'étaient des survivantes, qu'elles savaient comment attendre la fin des temps difficiles. C'est vrai, dit Dorothy, ses yeux brillants de reconnaissance et d'amour. Et nous sommes des survivants aussi, n'est-ce pas? Nous avons attendu la fin de nos temps difficiles, et maintenant nous sommes en sécurité. Timothy sentit les larmes lui piquer les yeux en hochant la tête. Oui, grand-mère. Nous sommes en sécurité maintenant. Dorothy posa sa petite truelle de jardinage et prit les mains de Timothy avec des doigts tachés de terre qui ne tremblaient que légèrement. Tu m'as sauvé la vie, petit ange gardien. Quand j'étais trop confuse pour me sauver moi-même, quand le monde n'avait plus de sens, tu m'as gardé en sécurité. Tu as été plus courageux que n'importe quel adulte, plus fort que quiconque avait le droit de l'attendre de quelqu'un de si jeune. Je t'aimais, c'est tout, dit simplement Timothy, les mots portant la vérité profonde de tout ce qui avait motivé ses actions désespérées. Je ne pouvais pas laisser quoi que ce soit arriver. Et je t'aime, répondit Dorothy, sa voix forte et claire avec le genre de certitude qui transcendait même la confusion de sa maladie. Plus que toutes les fleurs de ce jardin, plus que tous les livres de la bibliothèque, plus que toutes les étoiles que nous comptions ensemble quand tu étais petit. D'un banc voisin, Madame Morrison observait cet échange avec des larmes dans ses propres yeux. Au cours des mois qui avaient suivi sa nomination comme tutrice de Timothy, elle avait été témoin du lien remarquable entre la grand-mère et son petit-fils, avait vu comment leur amour l'un pour l'autre leur avait donné à tous les deux la force de survivre à une trahison impensable. Elle avait également vu Timothy commencer lentement à guérir du traumatisme de son expérience,
sa résilience naturelle soutenue par des soins constants, des conseils et la sécurité de savoir que Dorothy était en sécurité et s'épanouissait. « Madame Morrison !» cria Timothy, la remarquant qui les observait. « Venez voir ce que grand-mère a planté. Elle dit que les fleurs fleuriront tout l'été si on s'en occupe bien. » Madame Morrison les rejoignit dans le jardin, admirant le travail soigné de Dorothy et s'émerveillant de voir à quel point l'acte simple de nourrir des êtres vivants était devenu thérapeutique pour eux deux. Le jardin était devenu un symbole de leur rétablissement, un endroit où ils pouvaient créer ensemble quelque chose de beau et de durable. « Elles sont ravissantes, Dorothy », dit Madame Morrison, examinant les rangées soignées de soucis et de pétunias que Dorothy avait arrangées avec un sens de la couleur et du design qui témoignait de sa nature artistique. « Tu as toujours eu les plus beaux jardins. » « J'ai eu de l'aide, » dit Dorothy, souriant à Timothy avec une telle chaleur que Madame Morrison sentit son cœur se gonfler d'affection pour eux deux. « Mon ange gardien a des mains très douces avec les fleurs. » Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres autour du jardin, projetant des ombres tachetées sur les parterres de fleurs, Timothy ressentit un sentiment de paix qui avait semblé impossible quelques mois auparavant. Le cauchemar était terminé, le danger était passé, et ils avaient trouvé quelque chose qu'ils n'avaient jamais osé espérer. Une famille qui valorisait l'amour plus que l'argent, les soins plus que la commodité, et la nature précieuse de chaque jour qu'ils avaient ensemble. Robert Patterson fut finalement condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre et maltraitance de personnes âgées, le juge notant que ces crimes étaient particulièrement odieux car ils avaient été commis contre un membre de la famille vulnérable qui lui avait confié ses soins. La peine garantissait qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de nuire à Dorothy ou de menacer la vie paisible que Timothy et ses deux anges gardiens avaient construite ensemble. La communauté, choquée par la révélation des crimes de Robert, s'était ralliée autour de Timothy et Dorothy de manière à restaurer la foi en la bonté humaine. Des voisins qui les connaissaient à peine auparavant apportèrent des gratins et des fleurs. Les enseignants de l'école de Timothy fournirent un soutien supplémentaire pour l'aider à surmonter son traumatisme et à rattraper l'éducation qui avait été perturbée par ses responsabilités de soignant. Même des inconnus, émus par les reportages sur l'affaire, envoyèrent des cartes et des dons pour aider aux frais de soins de Dorothy. Mais peut-être plus important encore, Timothy avait trouvé en Madame Morrison non seulement une tutrice, mais un véritable membre de la famille qui comprenait la profondeur de son engagement envers Dorothy et soutenait sa relation continue avec sa grand-mère. Elle le conduisait à ses visites quotidiennes, l'aidait avec ses devoirs dans la chambre de Dorothy quand il voulait y passer plus de temps, et ne suggéra jamais que sa dévotion envers sa grand-mère était autre chose qu'admirable et appropriée. « Tu sais, » dit Madame Morrison alors qu'il se préparait à quitter le jardin cet après-midi-là, rassemblant le livre de Timothy et les outils de jardinage de Dorothy, « j'ai pensé à agrandir mon propre jardin. J'aurais besoin des conseils d'experts de vous deux. » Dorothy frappa dans ses mains avec délice, et Timothy sentit son cœur s'alléger à la perspective d'un autre projet sur lequel ils pourraient travailler ensemble. « On pourrait planter des roses, » suggéra Dorothy avec enthousiasme, « des roses qui fleurissent toute la saison. » Et peut-être des herbes pour la cuisine et des légumes, ajouta Timothy, emporté par leur excitation partagée. On pourrait faire pousser des tomates, des haricots, et peut-être même des citrouilles pour Halloween. Alors qu'ils retournaient vers le bâtiment principal de Sunset Manor, Timothy réfléchit à l'étrange voyage qui les avait menés à ce moment de contentement et d'espoir. Sa fuite désespérée vers l'abri de jardin avait semblé être la fin de tout ce qu'il avait connu, mais elle avait en fait été le début d'un nouveau type de famille, une famille construite sur l'amour, le respect et la reconnaissance que protéger les personnes que nous aimons vaut toujours tous les sacrifices que cela demande. Les jonquilles du jardin de Madame Morrison refleuriraient au printemps prochain, comme Dorothy l'avait promis, et Timothy savait que, quels que soient les défis que l'avenir pourrait apporter, il serait toujours l'ange gardien de Dorothy, tout comme elle et Madame Morrison étaient devenus les siens. Ils avaient survécu à l'hiver de leur vie, et maintenant ils étaient libres de profiter du printemps qui suivait, ensemble, en sécurité et entourés du genre d'amour qui fait de chaque jour un cadeau précieux. Des années plus tard, lorsque Timothy serait adulte et aurait ses propres enfants, il leur raconterait l'histoire de comment l'amour et le courage avaient sauvé la vie de sa grand-mère. Il expliquerait qu'être un ange gardien, ce n'est pas avoir des ailes ou des pouvoirs surnaturels, c'est reconnaître quand quelqu'un que l'on aime est en danger et être prêt à faire tout ce qu'il faut pour le garder en sécurité. Et il s'assurerait qu'ils comprennent que parfois, les plus petites mains peuvent porter les fardeaux les plus lourds, et que les cœurs les plus purs appartiennent souvent à ceux qui ont affronté les défis les plus sombres et ont choisi de répondre avec amour plutôt qu'avec désespoir. Mais en cet après-midi de printemps particulier,
Alors que Timothy, 10 ans, aidait sa grand-mère à arroser les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble, il ne pensait ni à l'avenir ni au passé. Il savourait simplement le moment présent, la chaleur du soleil sur son visage, le son du rire de Dorothy alors qu'elle lui racontait des histoires sur son propre jardin d'enfance, et la certitude absolue qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Une tempête était passée, et dans son sillage, ils avaient trouvé non seulement la survie, mais un bonheur authentique. Le pari désespéré de Timothy avait payé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, lui apportant non seulement la sécurité qu'il avait cherchée pour Dorothy, mais aussi la famille dont il avait toujours eu besoin. Et tandis qu'il regardait les mains prudentes de Dorothy s'occuper des fleurs qui fleuriraient tout l'été, Timothy sut que c'était à cela que servaient vraiment les anges gardiens, non seulement à protéger les personnes qu'ils aiment, mais à les aider à s'épanouir sous la lumière du soleil qui suit même les plus sombres tempêtes.